copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mois, on se retrouve pour décortiquer ensemble l'actu ciné du moment. On se retrouve en podcast, mais aussi en vidéo sur notre chaîne YouTube Capture Mag. Si c'est la toute première fois que vous nous écoutez, sachez-le, ici, on spoil à tour de bras. Donc si vous ne voulez pas vous faire divulgacher, bien, je vous conseille de d'abord aller voir les films dont on va parler et de revenir nous écouter ensuite. Ce mois-ci, pour la deuxième fois du mois d'avril, j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Salut. Julien. Salut Clémence. Stéphane. Salut Clémence. Et Vincent. Salut Clémence. À la technique, il n'a pas encore de marionnette à son effigie, mais ça ne saurait tarder. Alain est avec nous. Salut. Et on remercie Latex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. On dit aussi merci à nos soutiens. Premier soutien, Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous suivent et qui nous soutiennent. C'est grâce à vous qu'on est indépendant et qu'on le restera. Si vous voulez nous soutenir, si vous voulez donner un petit coup de main financier, vous pouvez nous faire un don ponctuel ou un don récurrent sur kisskissbankbank.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. En faisant un don, vous pourrez vous ouvrir certains avantages, par exemple l'accès anticipé à certaines émissions, des podcasts et des vidéos exclusifs et un tarif réduit sur nos séances ciné capture. Donc pour nous soutenir, n'attendez plus, rendez-vous sur tipeee.com ou kisskissbankbank.com, mot-clé Capture Mag. On vous avait prévenu, en avril, il y a du rab. On a déjà eu une première émission au début du mois et on continue avec la deuxième moitié du mois. Au programme, ça donne donc Evil Dead Rise, Beau is Afraid, Misanthrope et enfin Mad God. Non, on va faire Mad God d'abord et on va finir avec Misanthrope. On commence donc avec Evil Dead Rise. Je sais que je le prononce pas bien. Quelqu'un peut le dire correctement à ma place ? Moi, je dirais Evil Dead Rise. Merci. Evil Dead Rise, sorti en salle le 19 avril. 5e film de la saga, réalisé par Lee Cronin, à qui on doit le segment Ghost Train dans Minutes Past Midnight et également The Hole in the Ground. Lee Cronin qui a été choisi donc par Sam Raimi pour réaliser ce nouvel opus avec Robert Tapper à la production. Alors, ce 5e film de la franchise, il ne met pas en scène Ash, mais cette fois-ci 2 sœurs qui vont tenter d'échapper aux démons, échapper du livre des morts. Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que ce film a cette place dans la saga ? Est-ce que la 5e La 5e place, déjà ? Ouais, ça, probablement, effectivement. T'as revu, toi, Evil Dead 3 ? Non, pas encore. C'est vrai que t'aimes pas trop, toi. Ouais, non, j'aime pas. Ouais. Ouais, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait commencer. En fait, il faut peut-être, moi, je vais peut-être préciser, en tout cas dans ma conception des choses, que ça signifie Evil Dead pour moi. On va faire un long podcast sur Sam Raimi, donc voilà. Mais pour moi, c'est des projets de mise en scène, ces films, notamment surtout les 2 premiers. Et du coup, c'est ce qui m'avait agréablement surpris dans le remake d'Evil Dead, en fait, justement, de Fede Alvarez, c'est que ça soit aussi un projet de mise en scène, alors à sa manière, pas du tout un projet comme le projet de Sam Raimi, mais qui, en fait, cherchait à retrouver le même degré d'intensité, on va dire, que ce que le premier Evil Dead avait pu créer à l'époque et surpris son monde, quoi. Là, le problème de ce film-là, c'est qu'il commence littéralement... Alors, je vais dire, clairement, en fait, pour moi, c'est un film de fanboy. C'est-à-dire que c'est vraiment pensé comme ça. Je pense que c'est un film qui capitalise sur le nom d'Evil Dead. C'est ça la première problématique. Effectivement, comme le dit Vincent, je pense que c'est vraiment à la 5e place. C'est vraiment vous attendez absolument pas un film du niveau de qualité des précédents. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Et quand on parle de projet de mise en scène, bah, on va dire que voilà, le truc, c'est qu'il y a quand même des plans clés dans Evil Dead. On en a beaucoup parlé avec Sam Raimi, on en a beaucoup parlé, y compris quand il a fait Doctor Strange l'an dernier, où bah, on sentait bien que c'était un passage obligé en fait de le faire utiliser certains types de plans, quoi. Et là, en l'occurrence, le film s'ouvre
sur comment dire, la fameuse vue subjective du démon qui traverse la forêt, qui traverse là, en l'occurrence un lac et tout, quoi, qui survole un lac, pour se couper, je spoil, hein, et en fait tu te rends compte que c'est un drone. Et là, moi, c'est le premier truc, en fait, je me suis dit, ah ouais, on est mal engagé, en fait, parce que si, en gros, on est en train de prendre un truc, un élément clé, en fait, d'Evil Dead, et qu'on le, comment dire... Julien, il est en train de souffler déjà à côté. Il est non, pas du content, tout. Je pense que c'est pas une injure, c'est juste une maladresse. Non, mais en fait, totale. oui, mais la maladresse, en fait, quand c'est le premier plan d'ouverture, c'est un peu con, quoi. Surtout quand tu prends un plan clé, quoi, tu vois. Et l'autre problématique, on va dire que toutes les questions qui sont posées par cet Evil Dead là, c'est de dire, ok, comment est-ce qu'on pourrait refaire autre chose, tu vois, qui a déjà existé, ce qui est louable, hein, en soi. Mais au final, c'est pour refaire exactement la même chose en 100 fois moins bien. Puisque la problématique, c'est qu'on va te dire... Alors, le truc qu'on avait entendu, c'est que ça se passe en ville, maintenant. Alors non, ça se passe pas en ville. Ça se passe en intérieur. Voilà, ça se passe dans un appartement. Voilà. Donc, au lieu d'une cabane, ça se passe dans un appartement. Ce qui fait que tu perds toute la forêt, tout ce terrain de jeu, puisque ça devient un couloir dans un appartement, dans un immeuble. L'ascenseur, ce genre de choses, voilà. Et pour moi, c'est pas du tout réinvesti, en fait. C'est ça le problème derrière, quoi. Après, quand je dis que c'est un film de fanboy, mais je pense que je vais laisser mes amis en parler un peu aussi derrière et compléter, puis on reviendra dessus, quoi. Il y a cette espèce d'idée de, ça fait 40 ans que ça existe, donc en fait, on te met des petits clins d'œil ici et là. Je pense, effectivement, que dans l'absolu, le plan d'ouverture, c'est un clin d'œil. Et en fait, en transformant le truc en drone, mais pour moi, c'est un clin d'œil qui est mal agencé, quoi. T'as, par exemple, les gosses vont chercher des pizzas. T'as les pizzas, ça s'appelle les pizzas Henrietta. Henrietta, donc la créature dans Evil Dead 2, quoi. Et puis à la fin, ils trouvent effectivement le bouquin qui a des petites dents, comme disait Marie, on en parlait avant machin, et qui c'est assez pareil, c'est dans Evil Dead 2 aussi. Il y a la scène de l'œil aussi. Oui, à la scène de l'œil, effectivement, ils refont la scène de l'œil avec quelqu'un qui se fait défoncer son œil, qui part et qui atterrit dans la bouche de l'autre, quoi. Voilà, c'est des trucs comme ça. Et le problème, c'est que du coup, c'est le seul truc qui te rattache vraiment, entre guillemets, à Evil Dead à la fin, si tu veux. Parce que, faut être honnête, encore une fois, moi, en tout cas, c'est vraiment ma perception d'Evil Dead, c'est que tout ce qui en fait fait partie du folklore d'Evil Dead, les Deadites, les trucs comme ça, etc., finalement c'est assez sommaire, je trouve, dans les deux premiers, et c'est vraiment la folie généralisée du film, de la mise en scène, l'espèce d'intensité absolue que tu peux retrouver là-dedans, qui font qu'un Evil Dead est un Evil Dead, quoi. Et j'avais vraiment ce premier problème à l'époque avec le remake, où je me disais, c'est quoi l'intérêt? Si c'est pas Sam Raimi qui fait Evil Dead, il n'y a pas d'intérêt pour moi. Ça s'est vérifié avec Ash versus Evil Dead, mais pas justement avec Fede Alvarez, parce que il s'était posé cette question-là, il s'est dit, ok, en fait on sait qu'on part dans un film baroque, je vais vraiment faire le pendant ultra réaliste, ultra gore, voilà. Alors ça restait quand même très très voilà. Il y avait un point de vue, il y avait un parti pris. Exactement. Et là, le problème de ce point de vue-là, c'est que à part en fait le côté cahier des charges fanboy, il reste rien. Et même là, je pense qu'il se parjure avec plein d'autres trucs, mais je vais laisser mes amis en parler. Julien. Ouais, parce que Julien, tu souffles et tout, donc non, pas du tout. Non, Julien, il a bien aimé. Non, je trouve ça hyper faible. Hein. Stéphane parlait de cette scène d'ouverture qui est en fait un récit cadre dans le film. Ouais. Et ça, c'est un truc où tu as l'impression que ça a été rajouté au tout dernier moment dans le film, parce que je ne sais pour quelle raison, et je ne sais même pas si ça a vraiment été rajouté, mais c'est pas... On peut en parler sur la conception même, en fait, de la structure du film, mais vas-y. C'est absolument pas homogène, ça casse le truc et tout. C'est vrai que la grande déception, je crois qu'on en avait parlé sur le 3e Sam Raimi là, du long podcast, mais on avait parlé des possibilités qu'offrait un contexte urbain à l'univers du film, avec la caméra qui passait sous les voitures, des trucs comme ça. Moi, j'attendais ça, en fait, là-dedans. J'attendais à ce qu'on travaille, en fait, autour de tout ça. Et effectivement, il n'y a absolument rien. Et le film est extrêmement inégal. Enfin, il y a beaucoup de soucis. Après, le truc, c'est que il y a deux choses. C'est que, moi, il y a quelques trucs qui sont tirés de la saga Evil Dead. C'est tout ce que je vais dire de positif, c'est de l'ordre du détail, et ça ne rachète pas la totalité du film, entendons-nous bien, hein, je veux pas me faire l'avocat du diable ici, quoi. Mais par exemple, le truc, Stéphane parlait de la scène de l'œil, par exemple, ou on va dire de quelques citations comme ça. Par exemple, moi je trouve qu'il y a une scène avec le Judas qui reprend un autre poncif, en fait, de la saga, qui est cette caméra recouverte de sang. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça va, ça passe, en fait.
Et d'un point de vue plus général, je me suis très vite posé la question suivante qui est et si ce film n'était pas un Evil Dead? Alors évidemment, on peut m'argumenter que c'est un Evil Dead, évidemment, je l'entends, c'est tout à fait vrai, hein, et ça peut être absolument rédhibitoire. On peut aussi se dire, bon, là, c'est loupé. C'est-à-dire que le truc, moi, je pense surtout avec le Fede Alvarez, c'est que c'était la révélation de Fede Alvarez. Et que Fede Alvarez, quand bien même il n'a pas pour l'instant réalisé beaucoup de films et que son 3e film est un échec, il a prouvé avec Don't Breathe qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là, c'est indéniable, c'est quelqu'un qui a du potentiel et ce qui va pouvoir le concrétiser dans des films ultérieurs, ça c'est une autre histoire, on verra bien. Mais le gars qui fait 2 films comme ça, l'espèce de suite remake, on va dire, d'Evil Dead et Don't Breathe, c'est pour moi quelqu'un que je suis, ça c'est sûr et certain, et je vais lui laisser encore sa chance, enfin, en tout cas je vais le suivre avec grand intérêt. Parce que je vais pas lui laisser sa chance ou pas, c'est ridicule ce que je dis, mais je vais en tout cas le suivre avec grand intérêt sur encore quelques films, c'est une évidence. Là, le mec a pas grand-chose, je pense pas du tout qu'il ait cette vision, tu sens que c'est un mec qui cherche, qui a pas trop de personnalité et tout. Après, je trouve que dans la typologie du cinéma horrifique, il y a des trucs dedans qui fonctionnent pas si mal. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est l'acharnement assez sadique autour entre le monstre et ses proies, puisque le monstre, alors je spoil, hein, mais t'avais déjà prévenu en préambule, mais le monstre se révèle être la mère, et du coup, en fait, en gros, ça va être elle le grand antagoniste en fait du film. Je trouve que c'est pas inintéressant parce que elle mute, elle change de position, de pouvoir, de comportement au fur et à mesure du truc, et puis surtout, du coup, ses proies, c'est sa sœur et ses enfants en fait, hein. Et j'aime bien en fait ce petit truc là en fait, ça mène pas à grand chose pareil, hein, dans le film, mais il y a de temps en temps un petit truc de malaise, un petit machin où tu te dis oui, la situation elle est pas agréable, elle est déplaisante, et ça fonctionne plutôt correctement quoi. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Il y a un autre truc aussi que je dis, c'est que j'ai dû voir le film il y a 3 semaines, un truc comme ça, je l'ai complètement oublié, ce qui est quand même embarrassant, ce qui est quand même un signe aussi que les choses ne vont pas très bien en fait de ce côté-là. Mais voilà, je sais pas, il y a un truc dans ma tête où je me suis dit bon, je sens qu'il va falloir que je fasse abstraction tout à fait du fait que ça s'inscrive dans cette saga que je porte en immense estime, et je pense que je l'ai démontré en tout cas comme j'ai pu avec les longs podcasts. Bon, mais j'ai pris ce qu'il y avait à prendre quoi là-dedans, et j'ai trouvé un tout petit peu de biscuit, mais pas grand-chose quoi. Voilà. Mais je laisse la parole aux autres, puisque je sais aussi que les autres vont le défoncer, donc... T'avais à cœur de le défendre. Tout petit c'est peu. pas de le défendre, en fait, c'est juste que je trouve, juste avant de laisser la parole à Marie, désolé, mais comme il me relance, mais je trouve que, j'en vois beaucoup des films d'horreur aujourd'hui, etc., encore une fois, je pense que ça n'aurait pas été un Evil Dead, on serait peut-être focalisé, on aurait peut-être un peu plus sauvé les tout petits morceaux qu'il y a à sauver dans le film. Voilà, c'est tout. Mais comme c'est un Evil Dead, évidemment, c'est très embarrassant, quoi, du coup. Marie, toi, tu vois des choses à sauver dedans? Non. Non, en fait, mais je suis vraiment d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, je trouve que c'est vraiment un film de fanboy, en fait. Et c'est presque une fanfiction Evil Dead de quelqu'un qui n'a pas exactement compris tout Evil Dead, mais qui fait son truc. Et en fait, moi, le film, je le juge même pas par rapport au Evil Dead de Sam Raimi, je le juge vraiment par rapport au film de Fede Alvarez, qui avait réussi, comme tu disais Stéphane, à s'éloigner, à faire une version premier degré, mais qui était hyper humble, hyper honnête. Et puis, il y avait des effets qui étaient incroyables. Là, on en a parlé déjà dans les longs podcasts sur Sam Raimi, mais il y avait cette dernière scène qui a été tournée pendant 17 jours avec je sais pas combien d'hectolitres de sang et tout, que je trouvais incroyable, et qui était un final... moi, c'est un des films des années 2010, un des rares films d'horreur qui me reste et que j'ai envie de revoir régulièrement, et que je revois régulièrement en le trouvant toujours aussi bien. Et là, en fait, c'est l'inverse. Je trouve que le film tombe dans tous les écueils que le film de Fede Alvarez avait réussi à éviter. Donc c'est le fanservice, le name dropping, comme tu disais, le truc de Henrietta, refaire la scène de l'œil, et justement, je rejoins ainsi ce que tu disais, Julien, sur le fait que moi, je pense que le film va plus ou moins marché, parce que en fait c'est pas un mauvais film d'horreur par rapport à ce qui sort aujourd'hui, donc c'est pas je dis ça, c'est pas du tout positif, hein, mais je pense qu'il y a ce côté hyper gore, il y a des scènes un peu sympas avec la râpe à fromage, des trucs comme ça, et c'est vrai que tout
tout le dernier acte dans le garage que moi j'aime pas spécialement, mais c'est vrai qu'il est ultra gore. Et je pense que les gens vont bien aimer parce qu'il y a une espèce de petite résurgence du gore un peu méchant en ce moment avec des films, je sais pas, genre les Terrifier ou ce genre de trucs, moi j'aime pas du tout. Et je me dis que ça va peut-être marcher pour ces trucs-là. Et que ça va marcher parce que c'est peut-être le haut du panier d'un cinéma d'horreur qui aujourd'hui se porte pas forcément très bien. Mais ouais, pour moi, c'est un film de fanboy. En fait, je vois que soit des clins d'œil, du name dropping ou des répliques de Evil Dead qui sont balancées pour qu'on se rappelle que c'est un Evil Dead. Il y a cette scène de l'ascenseur dont on n'a pas parlé, mais il refait littéralement la scène de l'ascenseur de Shining. Il y a le Deadite, la mère, elle a un peu ce côté de fantôme japonais, de fille aux cheveux sales, aux cheveux gras, un peu désarticulés, machin. En fait, il y a plein de choses qu'on a déjà vues et je trouve qu'il n'y a pas une idée originale en fait dans ce film-là. Et du coup, comme je suis un peu masochiste, j'ai regardé son film précédent pour voir. Et bon, il a un problème avec Shining. Je pense qu'il aurait vraiment voulu réaliser Shining parce qu'il y a l'ouverture de son film précédent, c'est un peu l'ouverture de Shining avec une voiture comme ça dans la forêt. À un moment, la nana met du papier peint qui est le motif de la moquette de Shining. Donc il a tout un truc avec ça. Et en fait, tu me l'as vendu. Ouais, non mais je vous le dis, ne perdez pas votre temps. et en fait, moi, je l'ai regardé parce que je me suis dit, Fede Alvarez, je pense qu'ils avaient du flair en le trouvant et en allant le chercher sur les courts-métrages qu'il avait fait. Et là, je me suis dit, le mec, il a fait un film avant, je vais voir ce que c'est. Et en fait, le film, c'est plein de... Enfin, comme son nom l'indique, c'est de Hole in the Ground. Il y a un grand trou, on sait pas trop ce que c'est au début. Et en fait, c'est une histoire qui est très vite déviée de ce trou-là. Il y a une espèce de possession d'enfants. Et pareil, c'est un truc qui ramène plein de trucs qu'on a déjà vu dans le cinéma d'horreur. Pour un moment, repartir un petit peu dans ce trou avec une créature, un truc. Mais vraiment, sur la fin, je fais... C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait cette histoire de trou. Et en fait, c'est vraiment... J'ai l'impression que qu'il y a pas vraiment de... Enfin, en tout cas, c'est pas un auteur comme ce que tu disais sur Fede Alvarez. C'est clairement pas quelqu'un que j'ai envie de suivre. Et moi, il y a aussi un truc qui me gêne. Peut-être que vous en parliez tout à l'heure, cette scène d'ouverture... Peut-être qu'elle est rajoutée là un peu pour accrocher les wagons avec le côté forêt et tout. Et aussi, moi je me dis, c'est surtout une scène pour qu'il se passe quelque chose dans les 3 premiers quarts d'heure du film. Parce qu'en fait, ça met ultra longtemps à démarrer. Et en fait, ce qu'il y avait dans tous les Evil Dead, y compris celui de Fede Alvarez, c'est qu'il y avait une caractérisation minimale des personnages. Mais ça marchait hyper bien parce qu'on était tout de suite dans l'action, dans une folie. Et on était embarqué dans un truc. Et au final, on s'en fichait un peu si les personnages n'étaient pas caractérisés et qu'ils n'avaient pas un arc incroyable. Et au final, Ash, tout le monde l'adore. Alors que c'est un des rares personnages qui n'évolue pas et qui reste un idiot fini, mais on l'adore quand même. Mais Pardon, vas-y. D'autant que là, le personnage principal de Beth, elle est, je spoil à nouveau, mais elle est censée être enceinte et à aucun moment on en fait quelque chose. Non, alors ça, il faut qu'on en parle. On insiste dessus lourdement, on montre complètement qu'elle fait un oublié ça, test de quoi. grossesse au début, on montre qu'elle a des crampes, on se dit ok, il y a quelque chose qui va se passer autour de ça. J'avais complètement oublié ce truc. Non, mais en fait, parce que ça devient une mère de substitution. Si, il y a un arc, voilà, il y a cet arc un arc incroyable, de merde, nul à chier, comme, où, en fait, il faut m'expliquer à quel moment un personnage qui vient de se découvrir enceinte, le fait de tuer sa propre sœur qui est possédée et ses neveux et nièces lui donne envie de devenir mère, genre à l'instant où elle sort du truc avec la gamine de 5 ans. Aussi, c'est pareil, il faut arrêter de donner des répliques d'adultes à des enfants de 5 ans qui va dire « Tu feras une super maman, tante Bess ». Non, tu ne feras pas une super maman, tu viens de trucider toute ta famille, là t'es parti pour des années de psy, t'es pas du tout parti pour être une maman en fait. Et j'en ai marre de ces arcs nuls. Je peux même pas dire que c'est parce que c'est écrit par un mec, je pense que c'est juste des petits Campbell mal illustrés, quoi, tu vois. Mais ouais, mais moi je vois vraiment pas l'intérêt et je trouve que je trouve même en fait moi qu'il y a un côté réac dans ce truc-là du personnage qui va s'accomplir dans la maternité machin. C'était une meuf un peu rock'n'roll, on la traite de groupie parce qu'elle est technicienne machin, et en fait elle va sortir et rentrer dans le droit chemin en devenant maman. Enfin, il faut arrêter avec ça, quoi. Non, mais moi ça m'a mis hors de moi, et la réplique qui m'a saoulée, c'est quand sa sœur en Deadite vient sur elle en lui disant un truc genre je vais avaler ton âme machin, elle renifle son ventre, elle sent qu'elle est enceinte, elle dit 2 âmes. Non, ce n'est pas une âme, c'est un embryon qui a quelques jours. On va arrêter, je sais pas, avec ce qui se passe aux États-Unis sur l'avortement et le droit à l'avortement qui recule. Moi ça m'a saoulée à ce moment-là, j'ai trouvé ça pire que mais je sais, mais en fait il y a un moment où tu peux pas ignorer un contexte politique et juste un contexte et la vie, tu vois, et tu peux pas écrire des personnages que tu crois profonds alors qu'en fait ils sont du lâcher, que tu fais un arc éculé. Surtout quand tu perds autant de temps en fait à les mettre en place, parce que c'est surtout ça le problème. Effectivement, comme tu l'as dit, la structure, c'est-à-dire que la structure du film, et je vais laisser parler Vincent, pardon. Tu sais, la structure. Je suis pas pressé. Hein. En fait, la structure du film, elle fait que, en gros, si tu veux, t'as la première scène où t'as une gamine qui se retrouve possédée dans une cabane en bord d'un lac, quoi. Et en gros,
en fait, c'était un flash forward et en fait, c'est 24 heures avant. Et les mecs, ils connectent ça dans le parking à la fin parce qu'en fait, c'est la nana qui habite dans le c'est une retake, j'en suis sûr et certain. Non, mais c'est possible, mais en tout cas, mais en tout cas, le problème en fait dans tout ça, c'est que pour moi, en fait, quand tu perds autant de temps en fait à mettre en place des personnages, que c'est effectivement une écriture à la truelle en fait assez dégueulasse et tout, et que t'as pas le niveau pour faire quelque chose de touchant émotionnellement ou comme ça, ce qui est encore une fois le cas en fait avec le Evil Dead de Fede Alvarez, c'est que ça marche en fait de ce point de vue là quoi. Il y a une scène d'ouverture que moi je trouve pas terrible dans le Fede Alvarez aussi, avec une espèce de procession, non pas de procession, de une sorcière en fait qui se fait exorciser ou je sais pas quoi, et bon la scène elle est pas, tu vois, t'en as pas besoin non plus, mais c'est contextuel, c'est machin. Là en fait ça vend même pas. Enfin, à part niquer le plan, le fameux plan en vue subjective, tu vois, ça fait rien quoi. C'est vraiment en fait c'est une petite scène choc. La question, et c'est un truc dont on se posait déjà sur le long de podcast. Et pardon Vincent, mais je finis juste ça parce qu'après il est pas pressé. On peut passer au film suivant. Non mais il y a une question quand même qui se pose, qui est la position de Sam Raimi vis-à-vis de tout ça. C'est-à-dire que encore une fois, moi je me souviens que quand le remake de Evil Dead avait été annoncé. Je m'étais dit mais pourquoi ils le filent à ce mec là, pourquoi ils le font comme ça, c'est trop important, il a pas d'estime en fait pour ça. Et après j'avais compris en fait, quand j'avais vu le remake je me suis dit ah ouais non en fait d'accord, ok, ils voulaient faire ça, c'était écrit comme ça, c'était ça le projet, c'est tout à fait pertinent et pourquoi pas, et oui je l'accepte et tout. Ils voulaient Park Chan-wook à la base. Mais et là en fait tu te dis mais pourquoi ce gars, enfin moi j'ai pas vu le film comme dit Marie, mais vu ce qu'elle en dit, c'est pourquoi ce mec, pourquoi ce scénar en fait, pourquoi l'emmener en fait en ville pour faire ça. Et tu te dis mais c'est quand même, quand bien même il y a un gros studio qui finance derrière et tout, c'est quand même Robert Tappert, c'est quand même Sam Raimi, ils ont quand même un peu de pouvoir ces mecs là sur la saga. C'est à eux t'as envie quand même de te dire mais qu'est-ce qui se passe en fait, quand tu mets ça côte à côte avec Ash versus Evil Dead dont on parlait aussi dans le long podcast là, tu te dis mais il y a quand même un truc dans le rapport en fait à ce film qui est quand même très problématique quoi. Alors toi Vincent, tu as adoré et tu vas défendre maintenant le film Becs et Ongles. Non pas du tout. Du tout. Mais non je trouve que c'est un film c'est surtout ce qu'a dit Marie, c'est profondément con en fait. Merci. Non mais tout le truc sur les personnages, etc. Moi j'avoue que j'avais quand même assez envie de le voir sur l'idée qu'il y ait de la nouveauté. C'est-à-dire on va en ville et puis c'est un truc familial. Mais la ville ça apporte pas grand-chose, c'est juste un changement de décor. J'aime bien aussi ce qui se passe dans le couloir avec le Judas, quand même. Je trouve que ça fonctionne bien. Voilà. Et sur la famille, ça raconte strictement rien, quoi. Il n'y a pas de message. Donc en fait, en dehors du visuel de l'affiche qui montre ce démon maman serrant ses enfants, il n'y a pas de message, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de... Je trouve un peu quand même avec les enfants. Sur la bizarrerie, tu veux dire, oui, sur la situation. Exactement, d'accord. Voilà. Mais juste oui, ça. Je suis d'accord, ouais. Mais ouais, c'est un peu de facto, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets ça, bon, il y aura ça. Il y a plein de films qui l'ont beaucoup mieux traité, le fait de... Certes, non, mais voilà, je veux dire, c'est... Moi, j'ai trouvé ça très faible pour... Enfin, c'est une piste lancée qui est pas... Donc voilà, c'est un film que je trouve assez insignifiant, sauf sur un point... qui est la même chose que j'avais aimé en fait dans le remake, qui est l'espèce de crescendo gore qu'ils ont arrivé à faire dans le remake. C'est-à-dire, c'est pas le crescendo gore est vraiment réfléchi, je trouve, dans le Fede Alvarez, et c'est pas évident à faire de doser les effets gore de manière à ce que ça soit très progressif jusqu'à une apothéose. Et je pense que c'est le film du réalisateur, je trouve pas terrible, mais en termes de prod, je pense qu'ils ont réussi à conserver ce rythme-là sur le deuxième, ce qui fait que ça m'a quand même embarqué sur la fin dans ce crescendo gore, quand elle se coupe la main, les effets sont plutôt chouettes. La créature à la fin est sympa aussi, protéiforme. On a parlé de Inside, oui. La créature, l'espèce d'amalgame dans le jeu vidéo Inside. Elle a repris ses enfants avec elle. Voilà. Oui, mais alors oui. Mais ça, c'est encore un truc qui existe ailleurs et qui est toujours pas une idée. Non, mais surtout... Oui, mais c'est pas très bien filmé. Et puis c'est surtout, en fait, moi, si tu l'as révélé, la créature au fur et à mesure, mais en fait, elle reste dans l'ombre.
Moi, comme c'est un amalgame entre les plusieurs gosses et tout ça, etc., tu te dis, bon, bah, en fait, voilà, montrez-moi un truc crade, dégueulasse, vraiment, tu vois, et en fait, ça l'est pas vraiment, ça reste une espèce d'Henrietta bis, quoi, si tu veux, en fait, à la fin, même si c'est pas ça, puisque c'est pas une grosse vieille, quoi, mais en fait, le truc, c'est que pour moi, et puis il la bute, si je me rappelle bien, il la bute exactement comme dans le remake, en fait, il y a un truc avec il la défonce dans le hachoir. Ouais, voilà, il y a un truc, ouais, donc c'est hyper... Non, mais tout ça pour utiliser la tronçonneuse, parce qu'en fait la tronçonneuse elle arrivait même n'importe comment dans le récit. Enfin, tu vois, elle est balancée là parce qu'ils se sont dit merde, on n'est pas dans une cabane, alors comment on va faire bien sûr. Donc voilà, on n'a pas besoin d'une tronçonneuse dans un appart, tu vois, donc comment on fait quoi. Mais de toute façon c'est tout le problème pour moi parce que on dit c'est un film de fanboy, mais c'est pas un film de fanboy comme comment dire. Je sais pas moi, en fait, tiens, je vais te citer ça, je vais te citer ça, je vais te citer ça, et puis en fait, si tu veux, on les intègre pas, à défaut de le faire harmonieusement, en fait, on te les intègre sans contredire la licence, on va dire, la franchise originale. Là, le problème, c'est que si je pousse un petit peu, si je vais un peu plus loin, en fait, si je veux vraiment jouer au débile mental, je fais ok, donc en fait, le mal, il arrive par quoi exactement en fait dans le film? Il arrive par le drone, il arrive par la pizza Henrietta, il arrive par quoi? Parce que moi, je la connais, la franchise, donc expliquez-moi, c'est quoi le bouquin, d'accord, mais en fait, tu vois, c'est à un moment donné, c'est de la contradiction, en fait. Hein, le vinyle. Ouais, il y a le vinyle, c'est vrai, mais il y a ça, il y a aussi, tu vois, en fait, quand le mec cite Shining. Moi je veux bien, mais en fait effectivement le film il aurait gagné. Alors moi je pense qu'il aurait gagné, il serait pas sorti en salle hein, si c'était pas un Evil Dead en vrai, tu vois. Mais en fait il aurait gagné à ne pas être un Evil Dead parce qu'en fait le mec il cite Shining. Mais cite aussi ce que tu veux, l'Exorciste, et puis vas-y, mets tout ce que tu veux, mais sauf qu'à la fin tu t'es censé faire Evil Dead justement, donc c'est ça que je comprends pas. Et moi je pense que je reviens sur ce que je comprends pas en fait dans ce projet, c'est l'autre c'était un remake, donc au moins c'est clair. Ils ont même fait en sorte de dire attention, c'est pas H, c'est pas un truc, H il existe encore, on va le mettre à part, etc. etc. Ils ont bien séparé les trucs pour te dire c'est un remake, c'est les 30 ans du film, tralala. Là c'est les 40 ans du film. Ça manque de ligne directrice en fait. Et en fait on sait pas ce que ça veut dire, parce que moi à la limite, et je vais rebondir sur ce que dit Julien, Robert Tapper et Sam Raimi, ils ont le contrôle de la franchise, et Bruce Campbell. C'est eux qui ont le contrôle de la franchise, c'est les trois, hein. C'est pour ça qu'ils sont là. Et en fait leur gros délire, ils l'ont toujours dit, leur gros truc avec ces remakes là, c'est on veut faire en sorte que les gens qui nous ont fait confiance, les quelques personnes qui ont financé en fait le premier Evil Dead à l'époque, les médecins, les dentistes, les machins, etc., de la région, tu vois, se fassent du fric grâce à Evil Dead et qu'en fait ils gagnent de l'argent et tout ça, etc. Alors on peut considérer que c'est cynique, mais je pense pas. Je pense que justement il y avait un espèce de contrôle du truc, quoi. Et c'est de la reconnaissance. Tu veux, ils doivent en fait leur carrière de cinéma à ces gens-là. Et donc, j'imagine que là, l'idée, c'est on est en fait les 40 ans d'Evil Dead, comme on fêtait les 30 ans d'Evil Dead avec le précédent et tout. Et donc, en fait, on va revenir tous les 10 ans avec, on va dire, un film, tu vois. Mais sauf que c'est pas clair, c'est pas annoncé. Et surtout, on sait pas dans quoi ça s'inscrit. On sait pas si c'est une suite, on sait pas si c'est un remake, on sait pas si c'est un remake du remake, on sait pas si c'est... On sait pas. Tu vois, c'est balancé comme ça. Ouais, c'est balancé comme ça, et effectivement, c'est plaqué avec, comment dire, le skin Evil Dead dessus, quoi. Mais à la fin, malgré tous les efforts, moi, je trouve que ça ressemble pas à un Evil Dead. C'est aussi ça le truc. Vincent, est-ce que tu voulais compléter Non. Moi, je voudrais. Il n'y a même pas de jeu de mots, c'est dire à quel point il n'a pas été inspiré. Moi, je voudrais rebondir quand même, parce que tu parles de ce crescendo dans le gore que je trouve effectivement assez bien fait. Mais il y a un truc qui m'a vraiment posé problème, c'est que justement, juste après cette scène de l'ascenseur, que j'ai bien aimé en plus, je trouvais ça plutôt réussi. L'effet, justement, la Shining, moi, ça m'a pas choqué, je trouvais ça intéressant. Parce qu'enfin, on voit plus de sang, et voilà. Et avant la scène du hachoir dans le parking final, tu as cette scène que j'ai trouvée mais vraiment stupide et qui n'est pas logique avec tout le reste, où le bête et la créature se tournent autour de la voiture. Et tu te dis, mais attends, la créature, elle sent tout. Elle voit à travers la porte. Elle a une hypersensibilité pour aller choper ses proies. Et là, la meuf est juste de l'autre côté de la voiture et elle s'en rend pas compte. Et ça m'a complètement sorti du truc. Bah ça va, parce que t'es sorti vraiment à la fin du film. Hein. Moi, je suis sorti au début. Hein. Non, mais... Moi, c'est le plan d'ouverture, il m'a sorti du film. Donc à ce moment-là, je prends juste cette partie-là, si tu veux, et j'ai trouvé ça dommage, parce que ça faisait retomber quelque chose, ça m'a complètement sorti de ça, là où, juste après, la scène était plutôt sympa. Mais je sais pas s'il y a que moi que ça... Non, c'est absolument grotesque ce moment-là. J'avais lâché l'affaire déjà aussi avant. Mais j'ai vu le film à côté de Stéphane, alors ça aide pas. Bah ouais, mais moi j'étais en train de râler intérieurement, mais en fait apparemment mon corps reprenait prenait le relais, quoi. Non, c'est... Eh ben on va arrêter le massacre ici. Hein. Bon, si vous voulez quand même vous faire un avis, Evil Dead
Rise est disponible au cinéma. Il sort ce 19 avril. Autre film, autre genre d'horreur. Le film suivant, c'est Beau is Afraid, qui est sorti en salle le 26 avril, réalisé par Ari Aster. Ari Aster qu'on a découvert avec Hérédité et puis surtout avec Midsommar. Alors, comme le titre du film le laisse entendre, on y découvre Beau Wasserman, un homme assez anxieux, pour pas dire complètement flippé. Beau doit traverser tout le pays pour rendre visite à sa mère, mais rien ne se passe comme prévu. Alors, j'en dis pas plus. Le film développe ça de manière très très longue. Il dure plus de 3 heures. 3 heures. 3 heures. Il dure 3 heures. Julien et Steph, vous êtes les deux seuls ici à l'avoir vu. Enfin, moi aussi, je l'ai vu. Et vous en êtes sortis assez mi-figue, mi-raisin, comme dirait Yannick. Ouais, alors plus raisin que figue, je pense quand même. Je sais pas. Alors moi, je vais déjà annoncer la couleur. Je n'ai pas vu. Je voulais rattraper Midsommar, mais avant de faire le podcast, et puis finalement, je sais pas, il y avait Raging Bull qui passait au cinéma, donc je suis allé voir Raging Bull à la place. Voilà. Donc j'ai pas rattrapé Midsommar. Et par contre, moi j'aime bien. J'aime pas beaucoup, mais j'aime bien Hérédité. Je trouve que c'est un film qui est vraiment très intéressant et qui, dévoile un type vraiment torturé. Et c'est ça qui, je pense, vendait vraiment le film. Et l'aspect vraiment noir, sombre et même dérangeant, malsain, en fait, du film. Plus que l'aspect fantastique et tout ça, etc. Et donc Midsommar, je peux pas me prononcer. Celui-là, c'est une comédie. Enfin, c'est une comédie... c'est une comédie quand même. Moi, c'est comme ça que je le classerais. Il y a des touches d'humour. Il y a plus que des touches d'humour. Et c'est un peu les 2 premières heures, on va dire, parce qu'effectivement, c'est un film qui dure 3 heures. Ça joue sur le grotesque. En fait, moi je trouve que c'est hyper difficile de parler de ce film. Déjà, c'est hyper difficile parce que nos 2 amis ici n'ont pas vu le film et je pense qu'ils n'ont pas trop envie de se faire spoiler. En même temps, je pense que dans l'absolu, c'est plutôt... Vas-y. Non, mais dans l'absolu, je trouve que c'est plutôt pas mal pour le coup sur un film comme ça. Alors, je sais qu'on a l'habitude de parler de spoil et on va probablement spoiler un peu, mais en fait, c'est plutôt pas mal de pas trop savoir ce que tu vas voir. Faut juste savoir que ça dure 3 heures. Faut juste savoir qu'il n'y a pas de raison que ça dure 3 heures, à mon sens. Voilà, c'est le premier fond du problème. Et le deuxième fond du problème, c'est que une fois que tu comprends la mécanique du film, parce qu'il y en a quand même une, contrairement à ce qu'on veut bien te faire croire, le film perd énormément de son intérêt justement dans sa construction. C'est-à-dire que, en gros, c'est un univers mental, le film. Tu te retrouves en fait dans... le film s'ouvre sur une séance de psy, et en gros, c'est... est-ce qu'on peut dire que c'est l'archétype... du mâle juif complexé à la Woody Allen, si tu veux, qu'on a pu voir pendant des années au cinéma et tout, qui se retrouve en fait, qui a des problèmes avec sa mère, qui doit aller la voir, en l'occurrence c'est vraiment le début du périple. Qui est dans la culpabilité en permanence. En fait, elle-même le culpabilise vraiment. Voilà, c'est un personnage qu'on entend surtout au téléphone au début et tout. Et en gros, il y a toute cette logique-là, en gros, qui te fait comprendre que tu es dans l'univers mental du personnage et que d'un seul coup chaque point absurde est relativement en fait est questionné. C'est-à-dire, est-ce que tu es vraiment en fait dans cet univers-là ? C'est-à-dire, il habite dans une rue qui est malfamée avec des clochards, il y a un tueur en série. C'est quoi le délire ? Il y a des agressions. Il y a un tueur en série qui est à poil ou je sais pas quoi. Il y a un espèce de truc assez absurde comme ça au début et tout. Voilà, qui est une espèce de vieux comme ça qui plante les gars alors qu'en fait ils se baladent les couilles à l'air et tout quoi. Donc t'as tout un tas de trucs comme ça et tout. Et tu te dis est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est en fait quelque chose qui l'exacerbe en fait à propos de ses névroses en fait, à cause de ses névroses quoi. Quand le film joue sur cette sur cette touche là, moi je trouve que Ari Aster en fait il maîtrise plutôt bien ses effets. C'est-à-dire que en gros, il y a plein de moments où tu te dis putain, je m'attendais pas à ce qu'il se passe ça. Tiens, ça c'est marrant en fait, c'est assez drôle en fait. Il y a un espèce de moment où il se cache dans sa baignoire et il y a juste un gars en fait qui est accroché au-dessus et qui se jette sur lui et tu sais pas ce qu'il fout là. Mais en fait, c'est du fait qu'il a ouvert la porte en bas parce qu'il y a tout un jeu avec ne pas laisser rentrer les sans-abri en fait qui sont très agressifs et tout. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça en fait qui fonctionnent assez bien. Et le problème en fait c'est qu'il essaye de construire du coup un univers autour de ça qui en fait disrupte la réalité au fur et à mesure.
Après, la question va se poser de savoir si toi, en tant que spectateur, en fait, jusqu'à quel moment tu considères qu'il va suffisamment loin ou pas assez loin, quoi. Et moi, je pense qu'il y a très rapidement, au début du film, il y a une espèce de pub qui est clairement une pub. Alors, je sais plus exactement c'est quoi le truc, mais je me suis dit, ok, d'accord. Donc, en fait, là, tu m'as vendu la mèche. En fait, on est dans un univers mental, tu vois. Et du coup, en fait, le film a commencé à me perdre au fur et à mesure à cause de ça. Alors, il y avait des scènes où je me disais, tiens, c'est intéressant, ils se retrouvent en fait chez des gens qui ont perdu leur fils, etc., etc. Il y a tout un tas de trucs comme ça dans le périple. Comment il nous avait dit, en fait, c'est l'attaché de presse qui nous a expliqué ça, en fait, parce qu'il veut pas parler du film, lui. Je pense que ça fait participe d'une espèce d'aura que lui-même est en train de s'instaurer sur sa propre création. Il parlait du Seigneur des Anneaux juifs. Voilà, il disait c'est le Seigneur des Anneaux juifs. Ce qui, en vrai, une fois que tu as vu le film, tu te dis ouais, peut-être c'est pas faux, tu vois. En tout cas, moi je le lirais comme le Seigneur des Anneaux vu par Woody Allen, tu vois, par exemple, pour donner un comment dire, je pense ce qu'il voulait dire par ça, quoi. Mais après, c'est surtout que tout ce qui pouvait fonctionner au fur et à mesure comme quelque chose de, comment dire, de construit en fait, si tu veux, de manière en tant qu'univers mental, de surprenant, finit par devenir extrêmement, à mon sens, conventionnel au fur et à mesure on avance, et extrêmement nombriliste. Voilà. Donc à la fin, c'est mon problème principal, c'est que je pense que c'est un film qui aurait pu durer 1h40 sans trop de problèmes, en fait, ramasser tout ça, et bon, je pense que la plupart des gens, c'est ce qu'ils vont reprocher au film, c'est sa longueur, quoi. Mais surtout, pas parce qu'en fait, c'est pas un projet intéressant, mais c'est surtout parce que moi, j'avais pas envie de voir un film sur le nombril d'Ari Aster, tout bêtement, en fait. J'avais envie qu'on me raconte aussi une histoire à côté de ça. Et je pense que c'est un peu perdu, ça. C'est long parce qu'il y a beaucoup de scènes dans des univers différents, où les scènes elles-mêmes sont très longues. Bah, c'est un périple. Donc, en fait, au début, il est en ville. Après, il se retrouve en fait en forêt. Enfin, il va voir des gens en banlieue. Ensuite, il se retrouve en forêt. Et ensuite, il arrive en fait dans la maison de sa mère. Donc, en fait, et du coup, c'est 4 fois 45 minutes ou ouais. Enfin, je sais pas si c'est aussi segmenté, mais en tout cas, ouais, chaque moment est très long. Et il y a des moments en fait. Et entrecoupé de flashbacks en plus. Et de moments aussi. Ouais, des trucs un peu explicatifs, en fait, ou effectivement des flashbacks vis-à-vis de sa vie avec sa mère. Mais il y a aussi, par exemple, à un moment donné, il va se retrouver dans un espèce de... Et c'est marrant parce qu'on en parlait avec Julien en sortant du film. Il va se retrouver en fait dans une espèce de communauté, comment dire, qui vit un peu en autarcie, dans un coin, qui refait des pièces de théâtre eux-mêmes, etc., etc. Puis il va mentaliser en fait sa propre histoire à lui, en fait, à travers la pièce de théâtre. Et je me disais, bah, pourquoi pas et tout. Et en fait, c'est vrai que je viens me pointer du doigt, mais je vais laisser en parler après derrière, que ouais, mais c'est quand même hyper conventionnel, en fait. Ça a déjà été fait dans plein de trucs. Et c'est vrai, en fait, à la fin, que c'est pas, comment dire... c'est ce que je veux dire, en fait. C'est de moins en moins surprenant plus ça avance. Ce qui fait que, du coup, c'est de plus en plus chiant. Et le fait qu'il y ait un passage d'animation, quand même... Bah, c'est de ça que je parlais. Hein. Oui, je sais. Mais le fait que ça soit de l'animation, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu, qui t'a déplu? Julien aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Clémence? Moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça trop long sur cette partie-là, mais j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça visuellement réussi. Et pour moi, ça m'emmenait encore un peu plus loin dans la psyché du personnage. À ce stade-là du film, j'étais plutôt contente de découvrir ça. À la fin, ça faisait too much. Moi, il y a un film que j'aime pas trop qui s'appelle Saturne à Manhattan, qui a ceci de méritant, c'est qu'il avait traité le cinéma indépendant américain comme s'il s'agissait d'un genre, en fait. Comme si tu pouvais faire une parodie, par exemple, ce qui est tout à fait possible, ce serait rigolo de le faire, du cinéma d'auteur français, par exemple. Et moi, cette scène d'animation m'a fait penser à ça. C'est-à-dire que je me suis dit, à un moment ou un autre, ça sera fatal. Il y aura quelqu'un sur le net qui va faire une parodie des films A24. Et tu auras une scène comme ça. C'est sûr. C'est évident. Moi, je la trouve faussement originale, faussement, voilà. Alors après, moi, ma posture, en fait, c'est bien parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé avec Stéphane, un petit peu en sortant, et je me rends compte que mon avis, enfin, les problèmes que j'ai avec le film sont un peu différents des siens. Alors, moi, je resitue aussi Ari Aster par rapport à moi. C'est pour ça qu'il souffle. Non, j'ai pas soufflé. Donc, Ari Aster, moi, j'aime beaucoup Hérédité. Et alors, ce qui était marrant, c'est que j'étais allé l'interviewer à Londres, et j'avais 10 minutes. En fait, ils avaient eu du retard dans les interviews. J'avais finalement eu que 5 minutes. Et quand on a 5 minutes d'interview avec un talent comme ça, il faut qu'on ramène un sujet quand même. Et du coup, j'étais allé directement au but. J'ai pas le choix, en fait, quand t'as 5 minutes avec un talent. Et je lui avais posé une question. Il y avait pas sans embâche, en fait, sans petite question introductive, douce et tout. Et Ari Aster s'était mis à bégayer très fortement. Et l'interview avait été bousillée, en fait. Et alors, d'un côté, j'étais vénère parce que j'avais pas vu mon sujet. Et de l'autre côté, je m'étais dit, mais voilà, c'est ça, ce mec. C'est qu'il va tellement mal, il a besoin de faire des films.
il avait ça en fait, et ça se sentait. C'est-à-dire que moi aussi j'avais des réserves sur Hérédité, mais le mec va tellement mal, c'est vital en fait. Il y avait un truc comme ça en fait dans Hérédité qui faisait qu'il y avait une tension que tu pouvais pas retirer en fait au film, et qui surtout le singularisait par rapport au reste de la production. Moi, j'ai rattrapé Midsommar en fait après Boy the Fred. Je suis un peu déçu de pas l'avoir vu à l'époque. Je l'ai foiré. C'est des choses qui arrivent. Et je suis un peu déçu parce que du coup, forcément, ma vision de Midsommar a été teintée de ce que j'ai ressenti de Boy the Fred. Mais il y a encore de ça quand même dans Midsommar. C'est un film pour lequel j'ai beaucoup plus de réserves. Il y a encore de ça. C'est-à-dire qu'il y a encore des trucs qui sont formidables. Il y a encore des choses, des séquences qui sont vraiment très fortes, etc. Pour moi, Boy the Fred, c'est la mort du mec. Alors, peut-être qu'il va revenir, hein, je vais pas être aussi péremptoire que ça, mais c'était assez marrant cette projo de presse. Il faut qu'on raconte le contexte déjà, parce qu'il y a eu une seule projo de presse, où du coup, il y avait toute la presse parisienne, en fait, qui était là, qui attendait avec une grande fébrilité, je pense, le film. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je l'ai perçu. Et donc, avec cet attaché de presse qui est venu, en fait, présenter le film, et en le présentant avec un mot de Ari Aster à destination, en fait, du public, et qui leur a dit, d'une part, qu'il y avait que ce film était donc son Seigneur des Anneaux juif, et d'autre part que s'ils sentaient qu'ils avaient envie de rire en voyant le film, il fallait qu'ils rigolent parce que c'était une comédie. C'est marrant parce que ça m'a... D'une part, je me suis dit qu'ils se servent déjà d'une attachée de presse pour se faire son propre message et tout. Déjà, il y a un truc dans le positionnement du mec par rapport à ce groupe en fait de journalistes que je trouve un peu particulier, qu'on peut interroger. Bon, je vais pas aller au-delà de ça, mais d'autre part, je me suis dit qu'il ait eu besoin en fait de signaler ce truc sur l'humour. Pour moi, ça, c'est un problème en fait vis-à-vis de son film et vis-à-vis de ce qu'il pense de là-dessus. Pourquoi je m'attarde un peu là-dessus, c'est que pour moi, Boy the Fred, c'est un film qui est déjà, où le cinéaste est déjà victime de la perception que la presse a de lui. C'est-à-dire que je pense que le succès peut détruire des carrières artistiques. On l'a vu plein de fois en fait, c'est le succès public, j'entends. Mais je pense que de la même façon, le succès critique peut aussi tout aussi bien détruire un auteur. C'est fragile un auteur. Ari Aster, je pense que c'est un mec qui est fragile. C'est-à-dire que la fragilité sur laquelle tenait Hérédité et Midsommar, c'est aussi ce qui fait la beauté en fait de ces films. Et encore une fois, j'ai des réserves sur Midsommar, mais les moments où le film est réussi, ils sont très réussis, ils sont très puissants, et j'ai peu vu ça en fait. Là, pour moi, le mec, il s'est vraiment perdu. Alors pas totalement. C'est-à-dire qu'il y a un autre truc, et c'est là où je suis pas tout à fait d'accord, je pense, avec Stéphane, c'est que il y a un début de film en fait qui est très contenu. Très resserré en fait dans sa structure narrative, dans sa topographie, dans sa scénographie, qui est donc beau dans son appartement et en relation avec la rue, avec l'extérieur. Et donc, est-ce qu'il doit y aller, comment ça se passe, etc. Et donc, il y a un truc que moi, là, et j'aime beaucoup moi cette section-là, où en gros, c'est qu'est-ce qui pourrait aller de pire en pire. Et ça va de pire en pire. Et donc, il y a un enchaînement en fait de situations et tout. Moi, ça, je l'achète, mais alors complètement, ça va très bien. Et après, le film prend un autre détour. Il n'arrive pas à tenir, en fait, ce truc-là. Et il part ailleurs, et il recommence. Donc là, j'ai été un peu désarçonné, mais pourquoi pas, j'embrasse ce changement-là, j'embrasse cette structure, très bien, on me propose ça. Et en plus, je vois que le cast est super, en fait, dans les nouveaux arrivants et tout. Et là, petit à petit, ça a commencé à se déliter, et ça n'a fait que ça. Moi, mon problème avec le rythme, et le problème avec le film, c'est pas qu'Ari Aster se tourne autour de son nombril, parce que je pense que c'est ce qu'il faisait, en fait, avec Midsommar, et je pense que c'est ce qu'il faisait aussi avec Hérédité. C'est pas du tout mon problème. Mon problème, c'est pourquoi c'est long. Et c'est long, je pense, parce que le mec se regarde filmer. Ce n'est pas la même chose. Et il se regarde raconter ses trucs. Et du coup, quand il se regarde raconter les trucs, eh ben, il est tellement fier de ce qu'il est en train de nous raconter qu'il les raconte une fois, 2 fois, 3 fois. C'est-à-dire que dans la fin, je ne vais pas spoiler encore une fois pour les gens, et je pense que je n'en ai pas besoin, mais tu as une scène très dialoguée, avec beaucoup de dialogue, qui t'explique une chose. Et tu as une autre scène ensuite, très dialoguée, très longue aussi, qui va t'expliquer exactement la même chose. Et c'est très bizarre parce que c'est aussi... Moi, c'est un truc que j'aime bien dans Midsommar, par exemple, c'est que je trouve qu'il a une certaine efficacité dans la présentation, par exemple, des relations au groupe, du personnage. Voilà. Et là, il le perd complètement. C'est un film qui surligne en permanence qu'il est en train d'écrire. À cela s'ajoute effectivement, comme on a commencé à le dire avec le film d'animation, cette problématique de l'originalité, qui est pour moi une fausse originalité. C'est de l'originalité à A24, que j'aime beaucoup. Moi, je vais pas tomber dans le A24 bashing facile. Ils font plein de trucs super. Je suis très content que cette société existe. Par contre, je pense qu'ils ont
une typologie de film, ils ont un style, ils ont un machin, et que des fois, ça se répète. Et au bout d'un moment, dans Boys Afraid, je n'étais plus surpris. Et je n'étais plus surpris parce qu'il n'y avait plus de cadre aussi, je pense que c'était ça, mais que quand bien même, il peut y avoir le surgissement d'un monstre tout à fait atypique. Bon, je le vois, mais finalement, qu'est-ce qu'il en fait ? Puis ça me raconte encore un truc que j'ai compris il y a 2 heures, quoi. Donc j'en ai vraiment ras-le-bol. Voilà. Et dernier truc aussi, pour moi, c'est aussi l'autre rupture par rapport à Midsommar, c'est la problématique de Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, c'est un acteur que j'ai longtemps beaucoup aimé, moi, vraiment. J'ai eu une rupture avec Joker, hein. Bon, ça s'est pris des trucs d'étanche sur Internet à cause de ça. Et là, c'est à nouveau le cas, c'est-à-dire que il est pas mauvais du tout, hein. Il s'implique et tout, ça ne fait pas de doute, mais je le trouve finalement très monotone en fait. Je trouve que dans sa folie, dans son jeu et tout, c'est pareil, moi je commence à trouver des recettes. Rendez-moi le Joaquin Phoenix de Her, là je le trouve magnifique dans Her de Spike Jonze. Est-ce qu'il se regarde jouer comme Ari Aster se regarde? Je ne sais pas, pour moi il y a un peu de ça peut-être, c'est possible, mais c'est marrant parce qu'en revoyant aussi Midsommar à rebours, je me suis dit, je pense aussi que j'aime beaucoup plus Midsommar parce qu'il y a Florence Pugh, que elle je la trouve qui défonce, quoi. Je trouve qu'elle est charismatique, je trouve qu'elle joue super bien, et je la trouve hyper agréable. Pas physiquement, c'est pas ce que je voulais dire, mais enfin je sais pas, il y a un truc qui fait que tu t'accroches avec elle tout de suite. Elle est charismatique. Il y a Toni Collette dans... Et Toni Collette, c'était pareil, qui était incroyable. Et il y a un autre truc, mais ça aussi, vient de la problématique, je pense, d'Ari Aster, c'est que ce sont des femmes. Et du coup, il y a une espèce de... Je pense que lui, en tant qu'auteur, il met un peu les trucs à distance aussi. C'est-à-dire qu'il les traite, mais différemment, un peu, avec le filtre aussi de la fiction et tout, qui là disparaît. Là, encore une fois, et je reviens donc sur le truc que je disais au tout début, sur le cinéaste captif, en fait, de la façon dont les gens le perçoivent aujourd'hui. J'ai l'impression que le mec, il vient et ça suffit en fait, parce que c'est Ari Aster, tu comprends ? Moi j'aimerais préciser un truc sur le nombrilisme, c'est-à-dire que en fait, oui effectivement, Julien a raison, il parle de lui, en tout cas dans Hérédité, mais en fait comme tous les cinéastes parlent d'eux, enfin tous les grands cinéastes parlent d'eux, c'est pas ça que je reprochais moi au film. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un 3e film, alors, encore une fois j'ai pas vu Midsommar, mais et tu te retrouves avec un gars dont tu as l'impression qu'il a déjà fait sa thérapie, et d'ailleurs le film le démontre, c'est-à-dire que je suis désolé mais la dernière heure c'est ça. Ouais, dernière heure du film, c'est la thérapie du mec, enfin la thérapie du personnage, et donc la thérapie du mec, voire littéralement le procès du mec. Mais donc le problème dans tout ça, c'est que je serais pas. En fait, si le film se terminait au bout d'1 heure et demie, ça n'aurait aucun sens. Mais en gros, je me dirais ok, donc ça, c'est un film qui parle de ce personnage-là, de Beau quoi. À la fin. L'impression que j'ai, c'est que c'est un film qui parle d'Ari Aster, vraiment. Et on a tous des problématiques familiales, on a tous des problématiques d'héritage familial, on a tous ce genre de choses. C'est ce dont parle Hérédité, en l'occurrence. Je sais pas ce qu'il en est pour Midsommar, mais là, sur Boys Afraid, c'est effectivement, comme le dit Julien, c'est surligné au stabilo, quoi. Donc, et en plus, c'est hyper... C'est faussement épuré aussi, c'est ça le truc. C'est-à-dire que, en gros, comme Vincent demandait, en fait, est-ce que ces structures-là, elles prennent ce temps-là ? Oui, c'est-à-dire que toute la première partie, tu peux dire qu'elle se passe, tu vois, dans l'appartement, en gros, et dans la rue, quoi. Et toute la dernière partie se passe dans la maison familiale, tu vois. Donc, du coup, tu te retrouves avec un espèce... Enfin, encore que non, puisqu'il y a un truc de disruptement d'univers mental et tout, mais en fait... totalement redondant. Voilà, mais aussi 100% quoi. Mais voilà, c'est en fait moi j'ai l'impression d'avoir un mec qui a réussi, tant mieux pour lui, tu vois, je veux dire qu'il a réussi sa thérapie, mais moi tu vois De Palma, il a mis 30 ans avant d'arriver à avoir sa thérapie, donc finalement tu vois, on a eu pas mal de bons films quoi dans l'intervalle quoi. Et là le problème effectivement, c'est que je pense que c'est un gars, je sais pas jusqu'à quel point parce que moi je pense qu'au bout du 3e film, si t'es starifié à ce point-là, faut vraiment que t'arrives à suivre derrière quoi. Surtout qu'il les a fait quand même très très vite, il y a, je veux dire, avec le Covid au milieu, il a quand même fait 3 films, en 4 ans, quoi. Et donc, des gros films. Voilà, et c'est pas des films en tout cas remarqués, quoi. Donc ouais, moi c'est un mec qui peut tout aussi bien exploser en plein vol. Franchement, c'est assez évident quand tu regardes ce film-là, quoi. Il y a des choses marquantes et inoubliables comme dans ces 2 premiers films ou... Moi, je trouve au début. Ouais. Après, dans le truc grotesque, en fait, si tu veux, il y a aussi un autre truc que je voulais dire par rapport à Stéphane, c'est que déjà il y a un truc d'abattage. C'est-à-dire qu'il y a un truc aussi, au bout d'un moment, il te dit là, attends, je vais t'en mettre plein la gueule, là, tu vas voir. Et finalement, en fait, ça fait pas grand-chose, je trouve. Ça manque de finesse. Mais qui vient aussi avec un autre truc,
C'est-à-dire qu'il y a un côté aussi fin de règne de Burton, je trouve, là-dedans. C'est-à-dire où tu as l'impression, effectivement, que le mec, il a réglé quand même, grosso modo, ses problèmes. C'est-à-dire que je pense que je l'interviewerais aujourd'hui, j'aurais 5 minutes et je irais droit au but, il bégayerait plus. Il y a un truc comme ça, en fait, j'ai l'impression. Traîné, quoi. Et non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je pense que il a fait, en fait, sa thérapie. Elle était avec ses 2 premiers films. Il y a un truc comme ça, en fait. Moi, là, il y a un vrai truc avec Boys of Red, c'est que je l'attends avec beaucoup de circonspection, hein, moi, son prochain film. Hein. Je sais pas s'il reviendra, en fait, le gars. Hein. Alors après, je suis pas un exégète, un fan hardcore de Ari Aster. Hein. Je vais pas me positionner là-dedans, donc je vais pas présager de ce que ces vrais fans, ces vrais exégètes diront de lui. Mais c'est vrai qu'il y a un truc où tu te dis... il est possible qu'il n'y ait pas vraiment de retour, quoi, là-dedans, quoi. C'est exactement... Je pense que... Et en fait... tu vois, avec le recul, après j'ai hâte de pouvoir en discuter avec vous, j'ai hâte de pouvoir en discuter avec vous tous aussi, mais avec le recul, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'aurait pas dû rester justement dans cet appartement et essayer de faire un truc très conscrit comme ça, très circonscrit, très limité. Polanski, hein. Tu vois, voilà, Ouais. exactement. Ouais, je mais- pense qu'il aurait pu faire un truc comme ça, c'est-à-dire un truc beaucoup plus humble, parce que Midsommar, il y a un truc épique, quoi, déjà là-dedans et tout, un truc, une espèce de d'épopée très longue, etc., avec un film choral, voilà, et des grands paysages, du gros scope, enfin c'est pas du scope, mais en tout cas voilà des cadres très 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 amples et tout comme ça. Et il y a un truc, hein, moi avec le recul, je me suis dit mais en fait son truc de Seigneur des Anneaux juif, en fait, est-ce que c'était justement pas le moment de se limiter, en fait, de retourner à un truc au cœur pour justement retravailler ça à fond, au lieu de s'éparpiller dans tout un tas de trucs qui finalement ne mènent pas à grand chose. Sauf que le questionnement il peut se poser, c'est-à-dire qu'on se rend pas forcément compte quand on regarde le film, enfin quand on voit le film d'extérieur avec les bandes annonces et tout, c'est que je pense que c'est un film qui a coûté cher. Alors évidemment ça n'a pas coûté un Marvel, hein, mais je pense que ça a coûté cher parce que t'as Joaquin Phoenix, en fait ça lui permet derrière en fait de pouvoir imposer un cut de 3 heures, parce que je pense qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que en gros, moi j'ai pas vu Midsommar encore une fois, hein, je le répète, mais il y a eu un cut de 2h30, puis ensuite un director's cut de 3 heures. Il a été assez, clair sur le fait que ça l'a fait vraiment chier de sortir cette version en salle, hein, la version de 2h30. Donc là, je pense qu'il a un peu assuré ses arrières, tu vois. Et j'ai pas trop regardé quelle était la réception critique, en fait, parce que je crois que l'embargo est tombé, hein, maintenant, tu vois, sur les critiques du film, quoi. Mais moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal de gens qui fassent « Oula, c'est chiant, hein, ton film, tu vois ». J'allais vous demander, vous pensez que ça sera accueilli comment ? Bah, en fait, t'as deux possibilités. Soit t'es un tant soit peu honnête, je pense, parce qu'encore une fois, je veux dire, on peut apprécier le film mais trouver ça chiant, hein, c'est pas franchement, c'est pas antinomique, hein. Et le truc, si tu veux, c'est que si t'es un tant soit peu honnête, tu peux quand même reconnaître que ça dure trop longtemps pour ce que c'est. Ou alors t'as effectivement les mecs qui vont acheter la hype du gars, quoi, et en fait qui vont le porter au nu parce que quelque part, en fait, tu peux aussi te dire, moi je sais pas, quand je rentre dans un film comme ça où je me dis en fait c'est une comédie qui dure 3 heures. Sur un personnage névrosé, etc., je me dis ok, couillu, ambitieux, vas-y, tu vois, montre-moi. Et en fait, je trouve qu'il réussit pas son coup. Mais le truc, c'est que à la base, quand tu rentres là-dedans, tu te dis c'est couillu, c'est ambitieux. Et si tu y arrives, t'es le meilleur du moment, quoi. Sauf que moi, je trouve qu'il y arrive pas. Mais après, t'as des gens qui vont se dire il y est arrivé haut la main, tu vois. Oui, puis il faut pas sous-estimer la résilience de la politique des auteurs. C'est-à-dire que c'est très compliqué, hein. Enfin, moi, ça m'est arrivé, enfin, ça nous est tous arrivé, je pense, quoi, de suivre avec acharnement un auteur, de le défendre bec et ongle, et puis qu'il te déçoive, pardon Marie, et qu'il te déçoive sur un, puis sur 2 films. C'est la rupture, le moment de rupture est toujours très difficile. Je veux dire, même ici, à Saltan, on l'a vécu, on faisait un long podcast sur Neil Blomkamp, et puis après, on se retrouve avec son film tout pété là, avec les démons et tout, et puis voilà, c'est très compliqué en fait. Tu dis bon bah voilà là. Oui, et ça c'est un autre projet donc aussi. Là, donc du coup tu vois, je peux pas présager de ça. Moi, ce que je pense en tout cas, c'est que je serais très étonné que pas le grand public, mais même le public de base, en fait, pour ce genre de film, rentre dedans et soit totalement satisfait par l'expérience. C'est quand même très, très ennuyeux, quoi. Tu sais, il y a une scène, par exemple, dont tu dois te souvenir, en fait, bon, je veux pas trop spoiler non plus, mais de retrouvailles, on va dire, entre Beau et d'autres personnages à un moment, où il y a une embrassade, en fait, et tout. Et vraiment, hein, quand je regardais la scène, je me disais, mais pourquoi ça dure aussi longtemps ? Je ne comprenais pas. Je n'avais pas d'émotion.
pour ce qui était en train de se dérouler devant mes yeux. Manifestement, pour moi, ça ne rapportait pas de sens non plus. Je ne comprenais pas ce qui allait être payant par la suite. Je me dis, bon, peut-être, mais il n'y avait rien de payant par la suite. Tu vois, c'est comme la fin avec la redondance, en fait. C'est des exemples précis, en fait, de trucs où tu dis, mais pourquoi c'est aussi long? Pourquoi la séquence d'animation, elle dure des plombes comme ça? Et moi, j'en avais ras-le-bol. C'est-à-dire que le choc esthétique que tu peux avoir dans ce mélange des supports au début disparaît complètement. Mais j'étais même plus émerveillé au bout d'un moment, j'étais même plus dérouté, j'attendais que ça se passe, quoi. Voilà, et c'est m'arrivé bien trop souvent, en fait, dans ce film, d'attendre que ça se passe. Reste la première heure. Ouais, mais je suis d'accord avec vous sur la longueur, effectivement. Moi, pour autant, j'en suis pas ressorti aussi, vous n'êtes pas fâchés, mais avec autant de critiques. Je suis d'accord que c'est très long et qu'on aurait pu vraiment se passer d'1 heure de film. Moi, j'irai voir les prochains. Hein. Très clairement. J'irai voir les prochains aussi. J'ai vu Midsommar, que j'ai apprécié également. Je pense qu'il a réussi sur moi, parce que c'est mon histoire personnelle, parce que voilà, à toucher quelque chose qui fait que j'en suis sortie vraiment avec le cerveau retourné et que j'ai mis 24 heures à m'en remettre. Ça a été vraiment... purement émotionnel, c'était pas dans donc c'est que ça fonctionne quelque part donc il y a quelque chose qui a fonctionné chez moi, et cette tension, en fait, je l'ai senti monter très progressivement, et ça m'a mis mal l'effet, parce que oui, il y a un aspect comédie, mais je me suis rendu compte a posteriori que je l'ai vraiment vécu comme un film d'horreur psychologique. Et ouais, enfin, le gars, il a des couilles énormes. Non, mais c'est un gag à la Adam Sandler, c'est pour dire, mais tu vois. Ça, c'est dans la première partie, mais si tu veux, la dernière partie... Justement, parce que les couilles énormes, à la fin, il les utilise, c'est et donc, vrai. tu vois, c'est de la comédie aussi. Mais justement, le fait que tu aies à côté de ça... T'as spoilé, là ? Non, tu verras. Le fait que tu aies cette part de monter quand même crescendo dans l'horreur psychologique... Tu verras. m'a vraiment fait de l'effet, ça m'a vraiment touché, et donc ça je peux pas l'enlever, hein, c'est un ressenti. La première partie, si ça vous a plu, je vous recommande vivement une série qui s'appelle Man Seeking Woman, qui est basée sur vraiment ce fonctionnement-là. Ça raconte, c'est une sitcom pour le coup, et qui est amusante, et qui raconte l'histoire d'un jeune gars qui cherche absolument à trouver une petite copine, et en fait c'est un personnage juif névrosé aussi, et tout est vu par son prisme qui force les choses, qui grossit le trait à chaque fois. Et donc, par exemple, il va pas bien, il sort de chez lui et il a littéralement un nuage au-dessus de lui qui pleut, et uniquement au-dessus de lui. Et quand son ex-petite amie se trouve un nouveau mec, et que lui n'est toujours pas remis de la rupture, il rencontre le nouveau mec, et le nouveau mec, c'est Adolf Hitler. Et ça pousse le trait, et cette série est éminemment drôle, je la trouve très bien écrite. Donc voilà, si ça vous a plu, si la première partie de Beau is Afraid vous a plu, je vous recommande vraiment Man Seeking Woman. Okay. Merci Clémence. Bon, en tout cas, juste pour terminer là-dessus, moi je pense que le truc, c'est que ce qu'il faudrait, c'est qu'ils se prennent un taquet avec ce film, en vrai, et qu'ils redescendent un peu sur Terre, et que justement, ils retrouvent un peu ces... Il lui manque un interlocuteur quand même, c'est vrai, Arresteur. T'as un peu cette impression-là. Moi, je veux dire, même sur Hérédité et Midsommar, encore une fois, j'aime entre beaucoup et avec énormément de respect et tout, tu te dis, il manque quelqu'un qui dise, bon, je pense que là... Faut que tu te calmes. Tu peux resserrer un peu, l'efficacité dramatique, c'est pas rien, c'est quand même une vertu, quoi. C'est pas pour les chiens. Non, mais c'est vrai, c'est une vertu, c'est important, surtout quand tu essayes de faire des films d'expérience comme lui il en fait, quoi. Bien. Beau is Afraid, si vous voulez tenter l'expérience de 3 heures, il est en salle depuis le 26 avril. Petit break promo avant de passer à la suite. On va parler de la séance Panique, la prochaine séance Panique qui a lieu très bientôt. Elle a lieu ce samedi. Ce samedi 22 avril. Ce sera le film qu'on va traiter là à l'instant. C'est donc Mad God de Phil Tippett. Et c'est Julien, ici présent, qui est notre invité pour en parler. Donc voilà, je suis en plein conflit d'intérêts encore une fois. Mais voilà, après la séance Cloud Atlas il y a 2 mois. Faudrait que j'invite d'autres gens un jour. Hein. Ouais. Donc ça se passera au Forum des Images. Forum des Images, comme d'habitude. Donc samedi 22 avril à 20h avant la sortie du film. Donc c'est une avant-première puisque le film sort le 26, donc le mercredi suivant. Parfait. Ça m'amène une parfaite transition pour le prochain film, donc Mad God, qui sort aussi le 26 avril.
Film réalisé par Phil Tippett, grand maître des effets spéciaux et du stop motion. Alors peut-être que vous ne connaissez pas son nom, mais vous avez forcément déjà vu les créatures dont il est le papa, Jabba the Hutt, le T-Rex de Jurassic Park ou encore les insectes géants de Starship Troopers. Mad God, c'est son premier long métrage indépendant, un projet qui a débuté il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans même, financé en partie par une campagne participative, un Kickstarter. Il a été réalisé entièrement en stop motion et on y suit un personnage qui plonge dans un monde en ruine, qui rencontre toute une galerie de monstres étranges. Alors, Mad God, est-ce que ça valait le coup d'attendre 30 ans ? Qui commence là ? Allez-y, c'est vous les Moi, je veux bien commencer. En fait, moi, c'est un film que j'ai vu à l'Étrange Festival il y a 2 ans, quelque chose comme ça. C'est une expérience, en fait. C'est une expérience à voir en salle. Il y a une volonté de ne pas avoir de structure narrative claire. En fait, c'est vraiment c'est très cliché de dire ça, mais c'est vraiment une expérience sensorielle. Non, mais c'est vrai, pour le coup, c'est vraiment, si on peut le dire d'un film, c'est au moins celui-là. Et c'est vrai que moi, la première fois que je l'ai vu... je me suis demandé ce que j'étais en train de voir, puis surtout que c'était une séance où je savais qui était Phil Tippett, mais je savais pas grand-chose sur le projet, parce qu'en festival, tu vois 4-5 films par jour, donc tu fais pas toujours attention à ce que tu vas voir. Et vraiment, pendant les 2 heures de film, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Où je suis ? Et en fait, c'est un film qui te plonge vraiment dans le cerveau de Phil Tippett. Je pense que c'est vraiment parfois, tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains créateurs. Et là, je pense que c'est vraiment ça, en fait. C'est un film qu'il a écrit... à moitié en écriture automatique, où il notait ses rêves, ou soit le soir en s'endormant, soit le matin en se réveillant, il notait des trucs. Il dit lui-même que le film ne raconte rien et qu'il veut que ce soit le spectateur qui se fasse sa propre idée. Et il dit le film, c'est ce que vous allez en tirer. Et en fait, un film comme ça devrait pas exister aujourd'hui, ça devrait pas sortir en salle en plus, parce que le film a fait la tournée des festivals et moi je pensais pas qu'il y aurait vraiment une sortie au final 2 ans après. Et c'est pour ça que je suis très contente qu'on le montre avec Panic Cinéma, puisque je pense que c'est un film qu'il faut montrer et dont il faut parler, parce que le montrer comme ça aux gens sans je veux pas dire les prévenir parce que c'est un peu une mise en garde et tout, mais sans donner d'éclairage sur le film, je pense que c'est un peu compliqué, parce que moi vraiment c'est un peu ce qui m'a manqué la première fois que je l'ai vu. Et après, moi j'ai un peu des réserves sur le film, parce que je trouve ça un peu long et qu'il y a un moment où ça me sort un peu du truc. Il y a des passages il n'y a pas que de la stop motion, il y a des passages en live qui me sortent aussi un petit peu du film, mais en gros, toute la première partie, la première demi-heure, je trouve ça incroyable, où vraiment c'est un truc où j'ai plus de notion du temps, où j'ai plus de notion de rien, et après, quand ça passe à d'autres séquences et d'autres scènes, c'est un peu plus difficile, mais ouais, je trouve que c'est un film qui est assez fou, quoi. Et il faut le voir en salle. Enfin, je pense que c'est... Parce que là, je l'ai revu chez moi, du coup, pour préparer la séance. Et c'est vrai que j'ai hâte plutôt de pouvoir le montrer en salle à des gens. C'est pas pareil en salle, Mad God. Vraiment pas. Enfin, c'est vrai, des trucs comme ça, t'en vois pas beaucoup. Si tu le vois sur ta télé, si tu le vois en salle, c'est pas du tout la même expérience. Vraiment, parce que j'ai eu le même truc que Marie, en fait. Et non, c'est vrai que c'est pas pareil, quoi, c'est pas la même chose. Alors après, Tippett, c'est un mec, alors c'est pas lui qui a fait Jabba, hein, c'est Stuart Freeborn, mais il avait fait tous les bestioles autour de Jabba, voilà, il avait même pris du LSD une fois. Donc c'est un mec qui est particulier, c'est-à-dire que c'est un mec qui faisait partie d'ILM et qui a toujours été une espèce d'électron libre, tu savais jamais trop où il allait être, c'est-à-dire qu'un coup il était avec le département des effets visuels, un coup il fabriquait des bestioles, et puis après il s'est barré, il a monté sa propre structure pour faire ses propres courts-métrages, puis après tu le retrouvais sur des films à plutôt petit budget, en l'occurrence Robocop, hein, par exemple, qui n'était pas un gros budget quand il est sorti. Et tout le monde savait très vite, enfin, disons que Phil Tippett, ça fait partie des gros stars quand tu t'intéresses un tout petit peu à ça, et tu savais très vite que ce mec-là était atypique. Et après, très vite, tu comprends aussi qu'il était dépressif au dernier degré, qu'il avait des gros moments de chute, de morale et tout comme ça. La plus fameuse, c'est celle qu'il a eue après Jurassic Park, puisqu'il a été gardé in extremis, on va dire, dans l'équipe, quand bien même son apport est important, hein, mais il a été gardé in extremis quand ils ont décidé finalement de faire les dinos en images de synthèse et puis en animation. Et en fait, Mad God est un film qu'il a conçu pendant ces moments plus ou moins de crise. Alors ça dépend, pas toujours, hein, mais quand il allait pas bien et tout, c'était un peu son réceptacle en fait. C'est lui aussi, c'est sa thérapie à lui, quoi, en fait, en quelque sorte. Et mais en foutant tout ce qu'il avait en fait autour de lui, il n'y avait pas de règles, il n'y a rien du tout, et il a tenté un truc comme ça.
Et le gros argument, enfin un truc qu'on entend beaucoup, c'est que c'est un film qui a demandé 30 ans de conception. Alors c'est pas tout à fait vrai, hein, ça a été 30 ans de essaimer ici et là, puisque le mec entre-temps il a quand même fait des trucs genre Starship Troopers. Enfin voilà, bon, il a fait quand même des Oublette 2 ou des trucs comme ça, donc il a pas du tout fait que Mad God, mais donc c'est essaimé et forcément le film s'en ressent. C'est-à-dire que c'est pas une déclaration de but en blanc, c'est pas une flèche, c'est des petits morceaux en fait. Qu'il a collé plus ou moins bien. Il y a un truc qui est assez rigolo, c'est qu'une des fois où je l'avais interviewé, Mad God, il le vendait par morceaux en fait sur internet pour pouvoir financer la suite. Moi j'avais acheté les 2 premiers opus comme ça et je lui demandais mais ça en est où Mad God et tout. Il m'avait dit je vais en faire un long métrage. J'étais hyper étonné, c'était au début. Enfin, pas loin du début, il avait justement décidé d'en faire un long métrage. Et j'étais hyper étonné en fait qu'il en fasse un long métrage. Et encore aujourd'hui, je suis hyper étonné. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc où tu te dis des fois, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin qu'il en fasse 1h30 quoi ? Est-ce qu'on gardait des scénettes finalement indépendantes les unes des autres, ça aurait pas été plus j'en sais intéressant ? rien, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des morceaux qui sont... c'est très inégal quoi, du coup, mais c'est une fatalité. Tu peux pas concevoir un truc comme ça en autoproduction totale en plus et de façon hyper erratique sans que le film s'en ressente. C'est fatal en fait, il y a des trucs comme ça. Après, les morceaux de film en fait qui te présentent et quand c'est réussi, moi je trouve c'est quand même quelque chose quoi. C'est vrai que j'ai peu vu ça. Il y a un autre truc aussi, on en parlait déjà sur Junkhead il y a quelques temps en fait sur Saltan, ouais, qui était aussi un film autoproduit conçu au Japon et tout, où je sais plus si c'est Stéphane ou moi qui en parlait, mais où l'appareil critique aussi se fracasse à ces expériences-là. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Toi, tu arrives face à un mec qui s'est investi corps et âme pendant aussi longtemps, et c'est un film parce qu'il est fait en image par image aussi, il sent la sueur partout, la douleur aussi, par tous les pores de sa peau, j'ai envie de dire quoi. Tu vois, une minute utile, c'est une minute utile quoi. Ouais, voilà, tu peux pas faire autrement, donc c'est toujours aussi très 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 compliqué. Je trouve aussi bien de hurler au chef-d'œuvre sur ces films-là que de les critiquer et tout. Après, c'est vrai qu'il y a des gros problèmes de rythme dans Mad God. C'est vrai qu'il y a des choses qui te sortent de ça. La séquence en live, par exemple. Mais je lui en ai parlé à Philippe, je lui ai dit mais pourquoi en fait ce truc avec Alex Cox là, cette séquence et tout. Alors lui il a une justification et qui se tient très très bien, hein. C'est-à-dire que lui une de ses références sur Mad God, pour justement, parce que donc son objectif c'était de retrouver la tessiture des rêves, et pour retrouver cette tessiture des rêves, un des cinéastes dont il s'est inspiré c'est Karel Zeman, qui est un cinéaste tchèque que tout le monde devrait connaître, qui est génial, et qui faisait des films dans les années 50, 60, et qui procédait au en collage. C'est-à-dire que Karel Zeman, tout était bon dans le cochon, si j'ose dire. C'était un peu comme Georges Méliès, oui, je sais pas pourquoi magnifique. J'ai dit ça, mais c'est-à-dire que tu pouvais avoir un fond peint comme une gravure à la Gustave Doré, et puis une bestiole en image par image devant, puis des acteurs live derrière, et c'était ce choc en fait, ce mélange en fait de tout qui te produisait un effet tout à fait surprenant. Vous voyez Le Voyage Fantastique, merde, j'ai oublié l'autre titre, L'Invention Infernale, je réviserai d'ici samedi. Mais bon, voilà, c'est vraiment super, Karel Zeman, donc lui, il le justifie comme ça. C'est vrai que quand tu vas dans le film, en dehors de cette justification, c'est peut-être pas forcément évident, quoi, voilà. Vincent, je vais laisser parler. Vincent, tu voulais réagir? Oui, non, je suis d'accord avec Julien. Moi, c'est un film que je trouve très moyen. Un long métrage que je trouve très moyen, mais à l'intérieur de ce long métrage que je trouve très moyen, je pense qu'il y a un moyen métrage super. Voilà, une demi-heure avec des scènes formidables. Ce qui m'a le plus déçu, en fait, c'est que il arrive à créer des choses très belles par moment, qui sont immédiatement anéanties par des trucs très moches. Et je pense notamment à des créatures comme le corbeau, qui est assez magique même, on ne sait même pas comment il a réussi à faire ça, cet effet de ralenti sur les voiles, tout ça, enfin comme si cette créature était dans l'eau, quoi, un petit peu. Et en fait, moi, je pourrais la voir. Alors, souvent, elle avance comme ça, sur un plan en 2D, un peu comme dans un jeu vidéo. Et
moi, je pourrais la suivre de manière hypnotique pendant 10 minutes. C'est vraiment très joli. Mais c'est très vite interrompu par l'irruption d'un petit squelette jaune très moche qui est un peu gore, qui est des trucs comme ça. Et moi, ça me sort... les moments, je trouve, où le film prend de la hauteur sont sans arrêt interrompus par des trucs... que tu verrais dans des courts-métrages. Ça systématique, toi. Moi, je pense que déjà, la question de l'annihilation, pardon, Marie, hein, mais la question de l'annihilation de ce qu'il est en train de poser, ça fait partie de son projet, à mon avis, hein, ça c'est sûr et certain. Ouais. C'est qu'une histoire, enfin, si tant est qu'il y ait une histoire, il n'y en a pas vraiment, c'est une histoire de cheminement, d'exploration, mais c'est aussi une histoire de trucs qui se bouffent, qui se rejettent, qui recréent d'autres trucs, qui machin et tout. C'est que ça, en fait, le film. Donc, je pense que ça fait partie de son projet. Après, tu l'acceptes ou pas, mais je suis pas très fan. Quand je vois ça, j'ai vraiment l'impression d'être un peu dans un cauchemar, ou en tout cas dans un rêve où rien n'est logique et il y a un truc qui passe, autre chose le chasse et t'as pas de logique comme dans tes propres rêves, quoi. Non, mais je parlais pas de logique, je parlais de beauté formelle et de conception. C'est-à-dire l'amour porté à la conception d'une très belle créature et de la manière dont il la filme de temps en temps, où le personnage du début, par exemple, sont souvent contrebalancés par des interruptions gore un peu rigolotes, un peu sales, et c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie, moi, en tout cas. Ouais, ça fait tellement partie de lui, je trouve, moi. C'est pas vraiment un truc qui m'a dérangé, mais bon. Stéphane. Ouais, j'aimerais juste dire deux choses, en fait. Déjà, je trouve faut quand même féliciter Carlotta de sortir le film, parce que c'est quand même, il faut avoir le courage de sortir un truc comme ça. Parce que je pense, en fait, de mémoire de cinéphile depuis au moins 10, 15, 20 ans, en fait, c'est dû à la conception du film, hein. Mais en fait, on parle d'un film qui n'a aucun sens marketing, en fait, aucune logique marketing. C'est dur à vendre, hein, à part le nom. Non, mais je veux dire qu'il y a rien, à part le nom de Tippett, évidemment, mais je veux dire, ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, quand tu vas voir un film, il y a on commence à avoir des citations de pas mal de réalisateurs en disant c'est un génie, non, mais c'est un génie, etc. Et à mon avis, si on s'attend à ça... non, évidemment, faut pas s'attendre à ça, mais moi, ce que j'entends par là, en fait, c'est que c'est quand même très très rare pour moi d'aller au cinéma et de pas à peu près savoir en fait où est-ce que le film il va aller, quoi. C'est-à-dire y compris Boys of Fred, hein, au final, quoi. Donc le truc c'est que parce que effectivement ça rentre dans des schémas, là et le film il rentre dans aucun schéma. C'est dû à la conception, parce que c'est un film qui est pas très cohérent de bout en bout, c'est-à-dire que c'est un film qui commence, il est tourné en pellicule. Ensuite, il est tourné en HD, et tu vois vraiment clairement la distinction entre les deux. T'as tout un tas de trucs comme ça. Effectivement, t'as l'irruption des humains, à mon avis, même s'il le justifie, je pense que c'est aussi pour, gratter du temps de métrage. Hein. Mais en fait, donc oui, c'est un film qui est clairement imparfait. Mais pour autant, c'est quand Marie dit c'est une expérience, dans l'expérience, moi, ce que je rajouterais, c'est l'idée, en fait, si tu veux, que tu sais pas du tout ce que tu vas voir. Même si tu sais que tu vas voir un film en stop motion, quoi. Et du coup, ça sort vraiment, je trouve, de tous les canons, en fait, de ce que tu peux voir, aller voir au cinéma. Ce qui fait que, à part effectivement le nom de Phil Tippett, je trouve que, en fait, et c'est d'ailleurs, à mon avis, la seule raison pour laquelle le film sort. Voilà, enfin, donc j'encourage effectivement vraiment les gens à aller voir soit la séance Panique, soit vraiment en salle quand ça sort et tout. Parce que voilà, c'est important que des films comme ça sortent en salle, quoi, et qu'on puisse les voir sur grand écran, quoi. Et je suis pas sûr que... je pense qu'on doit être un des rares pays, en fait, où c'est le cas, quoi. Donc voilà. Le deuxième point, moi, alors, c'est que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses qui sont assez vraies, hein, enfin voilà. Et puis moi, je connais pas Phil Tippett comme Julien, par exemple. Moi, ce que je sais que j'aime bien chez Phil Tippett et qui m'a manqué un tout petit peu là-dedans, c'est que c'est la façon dont il personnalise en fait chacune de ses créatures. Moi, je trouve que les designs sont généralement assez beaux dans le film. C'est-à-dire, j'ai pas de problème avec ça, quoi. Je trouve ça assez, tu vois, le personnage, enfin, j'allais dire le personnage principal, mais le personnage que tu suis, en tout cas, en fait, à un moment donné, voilà, je trouve que son look, c'est vraiment le personnage principal. C'est vraiment, il a un look que je trouve hyper, tu vois, travaillé. Enfin, c'est limite, t'as envie d'avoir cette figurine chez toi, quoi. Tu vois, c'est un truc et tout, quoi. Mais à la limite, ce qui me manquait, parce que moi, ce que j'aime chez lui, c'est toujours les tout petits détails d'animation, en fait, pour personnaliser les trucs. Moi, j'adore. Alors, tu vois, Julien va me dire, ah, mais c'est pas lui, tu vois, donc ça se trouve, c'est pas lui.
Par exemple, tu vois, j'ai revu le film là il y a pas longtemps, à Robocop 2. Il y a toute une scène en fait où ils testent en fait tous les Robocop 2 en gros et ils sont tous en train de se foirer quoi. Et c'est une scène en stop motion et tout. En fait, tu vois toutes les créatures qui se foutent en l'air, qui commencent à tirer sur tout le monde et tout. Et à chaque fois, il y a un tout petit détail en fait qui te vend pas le gag en fait, mais la folie de ce que tu es en train de regarder, qui fait qu'en fait, si tu veux, t'as beau savoir, parce que le fait de revoir Robocop 2 par exemple, un film comme ça aujourd'hui, tu te dis bah en fait moi le premier truc que je me suis dit c'est en fait, aujourd'hui, ça serait du numérique, ces personnages-là. Tu vois, ça serait un truc et tout ça, etc. etc. Et en même temps, tu vois, il n'y a pas une seconde, ou même en me recontextualisant le fait que c'est sorti il y a 35 ans et tout, une seconde où ça me manque. En fait, parce que le mec, en fait, il incarne totalement ça. Et moi, je trouve que de temps en temps, et je pense que c'est dû à la segmentation du projet, en fait, de temps en temps, ça se perd un peu parce que, bah, justement, je pense qu'il pouvait pas forcément... je sais pas si c'est le cas ou pas, hein, soit il avait trop de temps, soit pas assez, en fait, mais dans l'idée d'avancer dans la création de ces séquences-là, je pense que... Et puis peut-être parce qu'il avait pas quelqu'un derrière pour lui demander quelque chose, en fait, du coup, en fait, je trouve qu'il y a des moments où ça manque, en fait, ces petits détails. Moi, je sais que, par exemple, j'ai ce plan que j'adore dans Robocop, à la fin de Robocop, c'est quand le D209, en fait, il a la patte qui frétille, quoi. C'est des trucs comme ça, en fait, où je me disais, mais ça, pour moi, c'est ça, Phil Tippett, c'est lui, hein. Ça, bon, c'est lui, ça va. Parce que j'avais peur de le faire souffler. Donc voilà, c'est ces petits détails-là où je me dis... oui, en fait, c'est ces petits moments-là, en fait, où il me manque lui, là-dedans. Mais après, je pense que la teneur même du projet est tellement, dingue. Le fait qu'il ait réussi, ça c'est le deuxième point que j'aimerais quand même préciser, quoi, c'est qu'il a réussi à le finir. Faut quand même... moi, j'ai beaucoup d'estime, en fait, pour un Terry Gilliam qui finit, même si le film est pas terrible, en fait, qui finit par faire Don Quichotte 25 ans après. J'ai énormément d'estime parce que je me dis, ok, c'est les fous qui gagnent. Quand je vois ça, en fait, c'est ce que je me dis, c'est les fous qui gagnent, c'est les types, en fait, qui ont une espèce de truc, une passion, qui l'amènent jusqu'au bout. Donc, en fait, que ces fous terminent leur film et qu'il y ait des gens, en fait, suffisamment fous pour les acheter et les distribuer en salle, je me dis, parfait, en fait, on peut encore faire une émission comme ça, le temps pour un film. On peut continuer. Il faut pas survendre le film, faut pas dire ce que c'est pas. Oui, puis c'est beaucoup mieux que Starship Troopers 2. Moi j'aime bien Starship Troopers 2, mais ça ceci. non, mais bon, non, mais c'est sur d'autres registres totalement différents. Mais comme le dit Stéphane, il y a ça aussi. On en parlait sur Junkhead. Vous en avez pas tout le temps des films comme ça. Il n'y a pas tout le temps, même dans ta vie de cinéphile, t'en vois combien en fait des films comme ça? T'en vois 10 peut-être dans ta vie de cinéphile? Allez, 15 peut-être? Parce qu'en fait, même lui, il avait renoncé en fait à faire ce film, et c'est des gars de son studio, de Tippett Studio, qui sont tombés dessus en triant ses archives et en rangeant des trucs, sont tombés dessus en lui disant non, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est des mecs qui, eux, à leur époque, ont fait plus de la stop motion, et ils ont dit vas-y, est-ce que tu veux pas qu'on relance le projet? Et c'est là qu'ils ont ressorti tous les trucs, ils ont lancé, je crois qu'il y a eu plusieurs campagnes de financement participatif, et qui se sont remis au final donc sur plus d'une trentaine d'années, je crois que c'est une douzaine d'années de travail, donc évidemment par intermittence, qui font que le film existe aujourd'hui. Mais lui, peut-être que sans ces mecs-là un peu plus jeunes qui voulaient du coup travailler entre guillemets avec le maître dans son médium. Oui, d'autant qu'ils ont travaillé gratos, hein. Ils travaillaient sur leur temps libre, c'était sur les soirs, les week-ends. Et surtout, lui, il faut savoir que parallèlement, lui, il bossait tout le temps non-stop en fait sur le film. Hein. C'est un truc... Moi, quand je l'ai interrogé, je lui ai dit mais qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? Il m'a dit il faut plus jamais que je refasse ça. Quand tu parles de l'expérience cinéma, moi, quand j'étais en train de regarder le film, je me disais c'est pas parce que c'est original, étrange, curieux, etc. que c'est bien. Il y a plein de films originaux, très curieux, tout ça qui sont nuls, mais en l'occurrence, celui-là propose des vrais moments de cinéma bizarre. Que je trouve moi un peu éparpillé dans le métrage, et donc il faut faire abstraction des choses beaucoup moins réussies, mais j'ai dit des choses assez négatives sur le film, mais je confirme que ça vaut le coup d'aller le voir en salle, quoi. Mais oui, en salle, et encore une fois j'insiste, en salle, et tu vois, moi je sais qu'il y a des trucs qui me restent et tout, et il y a aussi un truc, ça on en parlera aussi samedi, vous avez qu'à venir, mais tu vois, il y a des trucs de structure par exemple que j'aime beaucoup dans le film. Par exemple, il y a un truc sur le choc des échelles. Je trouve que c'est hyper réussi dans le film. C'est-à-dire que l'assassin, donc le personnage principal que tu suis, le plus, on va dire, tu es incapable de savoir quelle taille il fait. Ne serait-ce que quelle taille il fait par rapport à l'univers dans lequel il est.
J'ai l'impression que des fois tu dis il est la taille d'une fourmi, et d'autres fois tu dis mais c'est un géant en fait. Et puis après tu dis ah non, il doit avoir une taille à peu près d'un humanoïde quoi. Et ça j'aime beaucoup ça, parce que pour moi ça participe complètement de l'état onirique du film quoi. On voit assez de films comme ça qui essayent, tu vois, de courir après comment tu filmes, comment tu captes un rêve, pour saluer en fait quand il y a un mec qui réussit à le capturer, quand bien même c'est éparpillé, quand bien même c'est inégal et tout. Mais il y a des moments quand même dans Mad God où tu as vraiment l'impression comme le disait Marie, d'être rentré dans sa tête au moment où il a pris du LSD peut-être, et où il est déprimé et où ça va pas du tout, et c'est bien. Pardon. Non. Il y a une citation simplement de Tippett lui-même qui donne un éclairage intéressant sur le film et qui colle tout à fait avec toute votre analyse. Il dit que le week-end, donc jusqu'à 15 à 20 personnes venaient. Ils n'avaient pas tous le talent ou les compétences, mais je découvrais les processus au cours de la semaine. C'est et ce je que leur ai je fait voulais faire le gros du travail. C'est ce que je voulais demander à Julien, parce qu'il y a énormément de monde au générique de fin, alors que quand tu vois le film, tu te dis c'est l'œuvre d'un esprit solitaire, tout ça. Et en fait, il a eu beaucoup d'assistance pour les décors, pour énormément de choses. Oui, ça bien sûr. Tu l'as vu, Junkhead, non, ce non. film japonais Je l'ai pas vu en entier. Ouais, c'est très dur, Junkhead. mais Junkhead, pour le coup, bon, là, il l'a fait quasi tout seul, en fait, le gars. Mais quand tu vois le film, en fait, tout est très répétitif. Bah oui. Qu'il s'agisse des décors, des créatures, etc. Ce qui n'est pas le cas de Mad God. Toi, c'est ce qui même t'a gêné. C'est-à-dire que tu as une générosité là-dedans. Il n'arrête pas de détruire, reconstruire, détruire, reconstruire. Il y a des décors, quand il tombe comme ça, quand il descend et tout, l'assassin, là, il y a des décors incroyables. Oui, ça reste un plan, ça, c'est ouf. Il y a un labyrinthe en forme de gouffre. C'est complètement fou, quoi. Et donc, oui, forcément, en fait, il y en a beaucoup. Mais c'est aussi parce que ça a duré 30 ans. Sur 30 ans, lui, il a son studio, en fait, le Tippett Studio, puis il a les équipes qui bossent sur des films chinois ou des trucs pas terribles là en ce moment, et donc forcément ça tourne beaucoup, quoi. Le truc aussi, c'est que c'est un vieux monsieur maintenant, Phil Tippett, mais l'autre truc, c'est que peut-être tu te dis, en gros, si son nom, si en fait il y a suffisamment de street cred autour de un film comme ça, peut-être que, parce que tu vois, tu t'as fait une blague sur Starship Troopers 2, mais en vrai, le truc avec Starship, moi je suis pas un grand fan de Starship Troopers 2, loin s'en faut, mais je peux comprendre en fait pourquoi Julien il le défendrait. Et je me rappelle, il me l'avait vendu comme ça à l'époque, et en fait, quand tu es prévenu, ça va. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de Starship Troopers 2, c'est que c'est un film qui arrive après Starship Troopers, 2 avec un fragment, en fait, le budget papier cul de Starship Troopers. Le budget, ils avaient moins que le budget munitions du 1, en fait. Pour faire le 2. Et du coup, en fait, si tu veux, tu peux te dire, c'est un film qui est moche, parce que c'est tourné en numérique, c'est dégueulasse, il y a plein de problèmes et tout, mais tu te dis, c'est contenu, c'est cohérent, ça raconte quelque chose. Tu vois, et le truc, c'est que ça veut dire qu'il est capable de le faire. Et ça veut dire que moi, en fait, si je me dis que le gars, en fait, peut faire un film de stop motion, en fait, avec mais il a signé déjà. Ah ouais, bon écoute, voilà, avec une vraie histoire derrière. Je dirais samedi. Voilà, et ça pourrait être cool, en fait. Tu vois, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire, c'est un vrai truc où, on en parlait l'an dernier quand on a fait Junkhead, l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais plus. L'an dernier. Ouais, l'an dernier. Et en gros, on disait, la stop motion, c'est quand même un truc maintenant qui est beaucoup. Qui existe dans le cinéma d'animation, ça revient et tout. Il y a eu le Pinocchio de Del Toro, il y a tout ça, etc. Et moi j'ai envie qu'un mec comme ça fasse un film auquel on donne les moyens, auquel on donne une structure, si tu veux, pour le laisser tu vois, qu'il soit vraiment assisté, avec un truc cohérent et tout. Moi j'ai envie de voir ça, ouais. Donc je me dis que si Mad God a permis à ce que ce film existe, tu vois, ce futur film potentiel, rien que ça, c'est encore une fois, c'est hyper méritant aussi, quoi. Si vous voulez découvrir vous-même Mad God au cinéma, il est en salle depuis le mercredi 26 avril. Et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le travail de Phil Tippett, Carlotta, qui distribue le film, a également sorti un documentaire à son sujet en 2019. Ça s'appelle Phil Tippett, des rêves et des monstres, et c'est disponible en DVD. Le film suivant dont on va parler, le dernier film, c'est Misanthrope, qui sort aussi le 26 avril. Misanthrope, dernier film de Damien Ziffron, qu'on a découvert avec Les Nouveaux Sauvages en 2014.
C'est Sifron, on dit. Pardon, Sifron. Donc Misanthrope, alors tout est dit avec le titre original, hein, To Catch a Killer, attraper un tueur. Le soir du Nouvel An, un mystérieux tireur planqué dans un appartement à New York abat des dizaines de personnes au moment où les 12 coups de minuit sonnent. Le FBI envoie son meilleur agent, évidemment, qui va recruter Eleanor, une jeune flic qui a de la suite dans les idées et qui a un profil pas vraiment classique. Alors, ce film Misanthrope, qui l'a vu ici ? Toi, tu l'as vu, Stéphane ? Mais je veux bien commencer parce que je Julien. pense que je suis celui qui aime le moins Vincent. de nous trois en fait. Eh bien, si je c'est t'en possible, prie. mais je veux pas m'imposer. À non toi plus. l'honneur. Déjà en préambule, moi j'adore Les Nouveaux Sauvages, le premier film de enfin pas le premier, Pas son mais, premier film. mais le précédent film de Damien Tiford, celui qui l'a fait connaître à l'international, puisque les autres n'étaient jamais sortis en fait de son pays natal, mais ça a été un énorme succès là-bas, coproduit par les Almodovar d'ailleurs. Si, c'est sorti Et, en Espagne aussi. Hein. En Espagne, non, mais Ouais. oui, pas en France. Dans des pays hispanophones. Voilà, ouais. Et donc voilà, et je trouvais que voilà, et en plus lui aussi je l'avais interrogé, je me rappelle, et c'était le doublé gagnant, c'est-à-dire que sur un film comme ça, tu sais pas trop face à qui tu vas tomber, et quand tu le rencontrais, mais le mec, tu te disais mais c'est mon meilleur ami quoi, il est trop bien quoi, il avait une vision du cinéma, et ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, il était très courtisé par les studios, et il était en lice pour faire un DC, et lui il était méfiant, très méfiant, et en même temps très content parce qu'un de ses films préférés c'est le Superman de Richard Donner, comme quoi vraiment c'est quelqu'un de bien. Donc voilà, et tout ça pour dire que moi j'attendais énormément que Damien Sifron revienne au cinéma, et je suis un tout petit peu déçu quand même, je dois l'avouer, par Misanthrope. Je trouve que je suis pas sûr complètement de ça, mais je pense que c'est un film qui a eu des problèmes. Je pense que c'est un film qui a connu des remontages. Je trouve qu'il y a des choses narrativement, il y a des ellipses, des choses qui sont un peu bizarres en fait, curieusement agencées. Et surtout, je trouve que c'est un film qui a ce cruel défaut qui n'est pas forcément rédhibitoire, qui est pas mais d'être un peu décrescendo. Je trouve que la fin, elle baisse vraiment, et notamment, alors je veux pas trop spoiler, même si on a le droit ici, mais il y a une dernière confrontation, on va dire, qui est très longue. Alors, je pense que Stéphane, comme il déteste l'actrice principale, il va dire que c'est à cause d'elle. Peut-être en partie, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il y a plus que ça, en fait. Je pense qu'il y a une problématique de scénario. Il y a un truc qui n'est pas payant, en fait, là-dedans. Je pense qu'il y a un truc de mystère, une boîte à mystère qui n'est pas à la hauteur, en fait, de ce que tu as attendu pendant tout le film. Bon, voilà. Ceci étant dit, ça reste quand même un film à voir, c'est un film à soutenir. J'ai vu là, j'ai commencé à regarder vite fait, et il sort nulle part, j'ai l'impression. Il y a eu quelques critiques qui sont tombées, qui sont en tout cas dans les pays anglo-saxons assassine, mais vraiment, il se fait défoncer ce film, il le mérite absolument pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc, c'est que quand bien même je suis déçu, il y a quelqu'un derrière la caméra, c'est évident, et il y a des scènes de pure mise en scène qui sont formidables. Il y a une scène qui arrive plutôt au début du film, donc ça pour le coup je peux la raconter, mais où il retrace, puisque c'est le tueur, et initialement en tout cas c'est un sniper, enfin il tue ses victimes en tant que sniper, et il retrace en fait tout le trajet des balles comme ça pour aller vers l'appartement dans lequel il se cachait, avec un payoff derrière. J'ai pas besoin de vous le raconter, mais cette scène là, au niveau de sa scénographie, de la façon qu'il a d'appréhender ça, c'est super. Surtout que tu as tout un travail autour de cette scène là sur le gigantisme en fait des gratte-ciel, et cette petite fliquette en fait qui est perdue au milieu de tout ce truc là incroyable. Et il y a un autre truc que je trouve, autant j'ai des réserves sur l'évolution, les révélations liées au tueur et à ses mobiles, etc. Autant il y a un truc qui pour le coup je trouve marche du feu de Dieu sur la totalité du film, c'est les relations entre cette flic et le personnage de Ben Mendelsohn, qui est l'agent du FBI, voilà, qui la prend sous sa coupe parce qu'il repère tout de suite qu'elle a en elle des capacités assez exceptionnelles et qui pourraient lui servir. J'adore en fait leur relation. Je trouve qu'on échappe à tous les clichés de la petite meuf paumée qui se retrouve une figure paternelle. On n'est pas du tout là-dedans. Je trouve qu'ils ont... c'est une relation en fait que j'aime beaucoup. Quand ils réussissent à ça au cinéma, enfin même dans la littérature, peu importe, c'est un truc auquel je suis très attaché, où c'est des relations qui sont très chaleureuses sans que cette chaleur humaine ne soit démonstrative. C'est-à-dire qu'il y a un truc c'est presque britannique, je trouve, dans leur relation, un peu cassant, un peu distant et tout.
et en même temps tu sens l'affection. Mais tu sens que ça vibre en fait entre eux, et ça c'est super, ça marche vraiment hyper bien. Je trouve d'Urban Mendelsohn est mortel. Et il y a un autre truc qui est corollaire en fait à cette relation que j'adore aussi dans le film de bout en bout, qui est le jeu de pouvoir à l'intérieur, la guerre des polices en fait, on va dire ça, transposé si tu veux aux États-Unis, avec notamment dans quelques scènes des jeux sur les open space et sur la façon de recevoir les informations différentes selon l'endroit où tu es. C'est des vrais trucs de mise en scène. C'est vraiment super bien foutu et voilà, c'est formidable. Donc j'aurais aimé que quelqu'un me dise avant, tu vas être un peu déçu par le nouveau film de Damien Siford que tu as attendu si longtemps, parce que peut-être que j'aurais pas reçu le film comme ça. Maintenant je vous l'ai dit et je pense que allez-y quoi, vraiment il y a quand même quelque chose quoi dans ce film et c'est vraiment chouette quoi. Stéphane, je vois qu'il fronce les sourcils. Non, pas du tout. En fait, je pense que, alors je sais pas si c'est le cas pour Julien, mais je pense que la problématique d'un film comme ça, c'est que c'est un film qui existe plus trop aujourd'hui au cinéma. Normalement, ça sortirait sur Netflix, ce genre de projet, pas ce genre de film, pas cette qualité-là, mais vraiment ce genre de projet, qui sont en général effectivement portés par un casting spécifique. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, moi, le meilleur exemple que je peux donner d'un film qui vraiment arrive à transcender ça, mais pas forcément dans l'esprit des gens, c'est Le Otage de Florent Emilio-Siri, où en fait, en gros, si tu veux, tu sens que le gars, il va, tu vois, tu te dis de l'extérieur, il va faire un coup, quoi. C'est-à-dire, il va faire un film pour Bruce Willis, quoi. Mais en l'occurrence, en fait, il prend le truc et il le tord complètement de l'intérieur et il fait le meilleur film de Bruce Willis en 20 ans, quoi. Et en gros, la meilleure performance de Bruce Willis, tout ça, etc. Et le truc, c'est qu'il subvertit totalement les attentes, en fait, qu'on peut avoir d'un truc qui fait que, en fait, dans les studios, les mecs, ils prennent ça, ils te le vendent, ils se disent, ok, c'est un coup, en fait, on fait un film d'action avec Bruce Willis, on va pouvoir mettre une jaquette où il a un flingue, on va pouvoir ensuite le foutre en salle, ensuite le foutre en vidéo, ensuite le vendre sur le marché, etc., tu vois, du streaming, ce que tu veux, etc. Ce film, il pourrait ressembler à ça. D'ailleurs, le titre international, c'est un titre de VHS, quoi, de vidéoclub, quoi. Complètement. Je trouve que justement, en fait, tu as dit dans ton résumé, tu disais ça définit le film, mais pour moi, en fait, le titre qui définit vraiment le film, c'est Misanthrope, quoi. Et vraiment, je trouve que c'est un super beau titre. Tu te dis pas que c'est un beau titre en allant voir le film, quand tu sors, tu te dis c'est un super beau titre de film, quoi. Parce que ça colle tellement avec ce que ça raconte, quoi. Donc voilà. Et effectivement, comme l'a dit Julien, il a vendu la mèche. Moi, j'aime pas du tout cette nana. Elle me pose pas trop de problèmes dans le film, mais par contre, clairement, je pense qu'elle surélève pas le film. C'est-à-dire que t'aurais eu une Shailene Woodley. Ouais, t'aurais eu une Jodie Foster, une Julianne Moore, quelqu'un en fait qui est vraiment incarné et tout. Je pense que ça aurait vraiment vendu le film au niveau qu'il le mérite, quoi. Toutefois, en fait, elle sabote pas le film. Ben Mendelsohn, lui, est superbe. C'est vraiment les deux personnages principaux avec le tueur qui apparaît vraiment dans la dernière partie du film, quoi, et qui est vraiment aussi, moi, je trouve, glaçant. Et je trouve que, contrairement à Julien, je trouve que c'est vraiment un super personnage, quoi. Mais je vais essayer de pas trop spoiler. Ce que j'aime, en fait, moi, avec ce film, ce qui m'a tout de suite happé, c'est que t'as effectivement une scène choc avec la scène du Nouvel An et toutes les, tous les tirs de snipe et les victimes qui se font avoir, mais c'est pas tellement ça, à la limite, qui m'a vraiment... c'est-à-dire, on se disait, en sortant avec Vincent, on se disait, c'est incroyable, le premier quart d'heure est incroyable. Et ça, c'est pas le premier quart d'heure uniquement. Ce que j'aime dans le film, c'est que dans le projet de mise en scène du film, c'est que t'as un récit qui est... Il faut qu'on attrape ce tueur. Ça, c'est le récit de base. Mais en fait, effectivement, t'as toutes les couches. Et tu ressens toutes ces couches-là. C'est-à-dire, effectivement, comme l'a dit Julien, il y a la guerre des polices. Qui en fait a la juridiction de vraiment mener l'enquête et pour quelle raison, est-ce que c'est le terrorisme, est-ce que c'est etc. Et en fait est-ce que c'est la criminelle, est-ce que c'est tout ça, et en fait le personnage de Ben Mendelsohn doit gérer la politique interne, et il est bouffé littéralement par ça, parce qu'on le laisse pas travailler, quoi. Mais t'as aussi, en fait, et ça c'est dans le premier quart d'heure, en fait, la façon dont une ville entière peut être littéralement paralysée de trouille face à cet acte criminel totalement qui semble totalement random, quoi, qui semble totalement et du coup, en fait, ressentir cette espèce d'atmosphère de fin du monde qui est assez, je trouve, prégnante assez régulièrement dans le film, et qui colle en fait avec la personnalité du tueur. Parce que c'est ça aussi le truc, et en fait, arriver à connecter tout ça, c'est ça qui fait que moi je trouve le film est quelque part, c'est un petit grand film. C'est-à-dire avec cette idée d'ailleurs que le maire de New York qui dit, mais on n'a pas
il demande Alors, c'est un pas à New York, couvre-feu. hein, ça se passe pas à New York, ça Non. se passe. Alors justement, parce que c'est tellement bien fait c'est quelque pas à New part. York, En fait, j'étais c'est tellement bien persuadée. fait que tu crois que, en fait, si tu veux, il y a une tellement d'ampleur en fait dans la façon de représenter la ville que en fait, t'as l'impression que ça. Moi aussi, je me suis Parce dit que ça et ça- en fait, t'as ils en ce parlent, ça se dialogue passe à à un moment, Baltimore, je T'as crois. ce dialogue à un moment où il dit mais il n'y a pas eu de couvre-feu depuis le 11 septembre, Oui, mais aux depuis les événements États-Unis. du 11 septembre Oui, mais aux États-Unis. aux États-unis. D'accord. Moi, tu Mais c'est à Baltimore, je crois, si je dis pas de j'avais bêtises, c'est à interprété Baltimore. New York comme en plus il y a ces buildings au début. Oui. Et voilà, et tout ce bras de fer de est-ce qu'il faut mettre un couvre-feu et vraiment empêcher les gens de sortir de chez eux ou alors on n'est pas Oui, et encore à puis ce en niveau-là. fait, tu te retrouves. En fait, en fait, c'est l'apanage des séries télé en fait de voir des scènes comme ça, mais justement là, dans les séries télé, ils ont les grandes séries télé, hein, ils ont le temps de prendre en fait, si tu veux, le truc pour te montrer toutes ces strates là. Là, lui, il a 2 heures de film. Et je trouve qu'en fait, il s'en sort extrêmement bien parce qu'il arrive à tout concentrer et à tout en fait, comment dire, à te donner tous les enjeux politiques, sociopolitiques, thématiques, comment dire, philosophiques. Parce que c'est quand même clairement comment dire, le fonctionnement du tueur à la fin. Enfin, t'as tout un tas de trucs comme ça, etc. Où, bah, peut-être, tu vois, je veux dire, encore une fois, t'es pas d'accord avec la méthode, mais tu te dis, ce tueur, il touche quelque chose du doigt. En fait, il y a un problème, tu vois, dans cette société, et il le pointe du doigt. Alors évidemment, t'as pas envie de prendre un snipe et tuer des gens pour ça, mais le truc, c'est qu'il touche quelque chose du doigt qui est intéressant, parce que du coup, les deux personnages se répondent par rapport à ça. Enfin, voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça. Où tu te dis, enfin moi j'ai trouvé le film fascinant, quoi, vraiment. C'est-à-dire que dur. Ce dont parle Julien, je pense que en fait c'est un espèce de passage obligé vers la fin, où effectivement là t'as l'impression que tu perds un peu le sens de la mise en scène, et c'est un des rares moments, je trouve, dans le film où tu perds vraiment ça. Il y a un espèce de jeu entre où sont les personnages par rapport à dans une ferme et tout ça, etc., qui fonctionne pas très très bien, je trouve, effectivement. Et puis qu'il n'y a pas trop d'intérêt en plus, je trouve que c'est Non, pas mais très t'as l'impression que c'est un espèce de renvoi au silence des agneaux, tu sais, quand il y a le moment où Jodie Foster, elle frappe à la mauvaise porte, sauf que jusque là, à ce moment-là, t'étais persuadé qu'elle frappait à la bonne porte. C'est quand même pas le silence des agneaux, quoi. Non, mais après, je prends cet exemple spécifique, là, tu vois, en l'occurrence, mais voilà, donc je trouve que c'est un film, ouais, c'est pareil, enfin, on l'a beaucoup dit, hein, depuis le début de l'émission, enfin, il y a des trucs, ça sort plus trop, ce genre de film-là, tu vois. Je pense que ça va au casse-pipe, hein. Je pense que c'est pas forcément qu'elle est mal castée, elle, hein, parce qu'encore une fois, elle sabote pas le film. Mais bon, enfin, elle s'est fait connaître pour Divergente et ce genre de trucs, donc forcément, en fait, on est. Je comprends pour elle l'intérêt de jouer un personnage comme ça. Je comprends pour elle l'intérêt de travailler avec un cinéaste en fait de cette trempe. Elle le produit, je crois, le film. Donc en fait, je comprends en fait tout ça, mais c'est clair qu'elle a pas les épaules pour ça. Et c'est dommage parce que c'est vraiment, à mon avis, le seul frein pour que ce film soit vraiment se fasse reconnaître au moment de sa sortie. Je pense que les gens qui verront le film et qui comment dire, l'apprécieront, en fait, le porteront quand même au fil des années, quoi, après derrière. Je sais pas ce que t'en penses. Vincent, toi, t'es d'accord? Non, pas trop. En fait, il a fait semblant d'aimer en sortant. Non, mais c'est pas ça. Mais moi, c'est un choc. Enfin, c'est un de mes films préférés de ces dernières années. Je trouve ça absolument génial. Mais je trouve que dans Les Nouveaux Sauvages, il y avait déjà... c'est un film que j'ai vu plusieurs fois. Je suis comme Julien, j'adore Les Nouveaux Sauvages. Et je trouve qu'il y a du génie chez ce mec dans sa mise en scène, dans son casting, dans son écriture, dans la façon dont il raconte des choses, dans des ambiances très particulières et différentes dans Les Nouveaux Sauvages. Et là, dans Misanthrope, déjà bravo au distributeur, hein. Misanthrope, c'est juste magnifique comme titre. Voilà. C'est le titre original en fait, c'est juste que les Américains ils ont changé le titre. Ah bon? Ouais, je savais pas, d'accord. C'est pas très vendeur peut-être. Okay. Ouais, non, mais To Catch a Killer, c'est vraiment pourri, quoi. C'est un téléfilm, voilà, et en l'occurrence, lui a bien d'autres ambitions que ça. Même si c'est vendu par une bande-annonce très classique. Ça fait partie des problèmes, moi je trouve aussi, quoi. Où faut choper un tueur. Moi, c'est un film qui m'a... Bon, déjà, les 20 premières minutes, c'est ce qu'on a vu de mieux depuis très longtemps, je pense, en matière de cinéma. Moi, ça m'a totalement estomaqué. À la fin du film, si j'avais pu le revoir tout de suite, enchaîné, je l'aurais fait. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était à Mad Max Fury Road. Voilà, et Astérix 3. Et 5, Astérix 5. Non, je l'ai vu 3 fois, Astérix. Je sais. Et donc
Donc ouais, c'est un film que j'adore. Moi, il m'a fait voyager dans des classiques que j'adore. Alors lui, il se revendique du Silence des agneaux et de Seven, c'est déjà pas mal, mais tu y penses quand tu vois le film, c'est déjà beaucoup. Mais moi, ça m'a beaucoup évoqué aussi Manhunter de Michael Mann, pour le côté borderline du personnage principal, et puis Cruising, même s'il n'y a pas évidemment la folie de Fred King derrière, parce que lui, il est sur d'autres problématiques. Faut dire que d'une part, moi ça m'étonne pas que ça marche pas dans les pays anglo-saxons. Il choisit un sujet très tendu qui est le tueur de masse et non pas le serial killer. Voilà, le tueur de masse. C'est absolument affreux. Il en donne une description comme dit Stéphane. Alors il faut peser les mots. Mais c'est-à-dire t'es en totale empathie avec le tueur à la fin du film quand même. Il a un dialogue, un discours qui est très construit et qui est entendable. Qui fait partie de l'émotion que tu peux avoir à la fin, quoi. Mais c'est un tueur, hein. Oui, bien sûr. Oui, non, mais voilà. Non, mais ne me fais pas passer pour. Et je trouve que cette émotion-là sur le tueur, elle est construite dès la première scène, vu que c'est une scène de snipe. Il tue des gens en snipe, mais on voit jamais les gens dans la lunette du viseur. Donc c'est du snipe, mais à la troisième personne. Ce qui est déjà une idée de la façon dont il envisage son méchant. C'est-à-dire, il en fait pas un sadique. Voilà. Et puis moi, je suis pas d'accord avec Stéphane. Je tombe amoureux du personnage principal dès la première scène. Je vois pas comment Jodie Foster ou Julianne Moore auraient pu jouer une fliquette. Elle incarne justement en fait, une fliquette. je parle de Julianne Moore ou de la grande époque. Je parle pas de Jodie Foster à 60 ans. Oui, mais Jodie Foster, dans Le Silence des agneaux, elle est major de sa promotion du FBI. Là, on est dans une fliquette qui est déjà bien heureuse d'avoir eu un emploi. Parce que elle a sans doute été camée, elle a fait des TS, elle est totalement borderline. Et donc, avoir cette actrice qui a à la fois, je trouve, de la fragilité et de l'intelligence, c'est vachement bien. Je trouve pas du tout que ça soit une erreur de casting. Sauf qu'il n'arrive pas à la transformer, je trouve. T'es pas d'accord avec ça, Vincent? Non, je suis pas d'accord, mais je vais développer ça justement parce que je trouve qu'il y a un truc justement où t'attends que ce personnage-là se réalise. Je suis d'accord avec toi sur le début. La scène de l'appartement qui suit la scène du sniper, parce que j'ai cité la scène du sniper qui est le plus évident, mais le vrai truc, c'est vrai, marquant, c'est la scène de l'appartement derrière avec la chute. On va juste dire ça comme ça. La chute et le regard sur les toilettes. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Ouais. Mais je trouve qu'il a, enfin bon, bref, justement, voilà, dis-moi, parce que justement, moi j'ai eu une absence là-dessus. Moi je trouve que le génie du film est dans les détails, c'est-à-dire en gros t'as un récit assez classique. Je suis trop bourrin. Non, pas du tout, mais après c'est peut-être moi qui surinterprète, je sais pas, hein, mais voilà, je trouve que le film confronte la pulsion meurtrière avec Dean, là, ce tueur de masse. Il la confronte à la pulsion suicidaire, à la pulsion vitale, qui est doublement incarnée dans ce personnage. Alors pourquoi la pulsion suicidaire? Parce qu'elle est borderline, et, en tout cas elle s'est au minimum mutilée, c'est une ancienne droguée alcoolique, elle n'a pas réussi à rentrer au FBI sur cette... elle s'est fait recaler à cause de son alcoolisme, parce qu'elle a répondu qu'elle était alcoolique, donc elle est aussi... intelligente, franche, sensible, adepte de vérité, et le dessin etc. de l'arbre aussi. Ouais. Voilà. En réalité, elle est asociale en fait. C'est pour ça que c'est connecté avec le personnage. Elle est présentée comme asociale. Et donc, pourquoi la pulsion vitale? C'est que malgré tout, elle est toujours en vie et qu'elle essaie de faire ce qu'elle peut. Et là, tu décris le personnage. C'est-à-dire tu parles pas de l'actrice. Moi, je trouve justement, je trouve qu'elle l'incarne parfaitement. Tout ça, je trouve que ça fait beaucoup. En fait, je trouve que ça fait beaucoup de trucs justement que je la vois pas trop porter dans le film. Moi, mais bon, à la limite, c'est pas. Encore une fois, c'est pas très très grave. Mais oui, c'est. Moi, je suis d'accord avec toi sur le personnage. Je vois pas. En fait, je vois pas où elle rate quelque chose par rapport à ça. Moi, je trouve qu'elle l'incarne. On en parlait avec Julien. Moi, je pense que la confrontation finale avec le tueur, justement, il manque en fait, je trouve, pas une intensité, parce qu'encore une fois, je pense que le film, t'arrives à ce paroxysme-là d'une certaine manière ou d'une autre, tu vois. Mais en fait, moi, je trouve que quand tu trouves la gueule de ce mec-là, tu vois, parce qu'il y a un truc en fait, c'est que bon, tu me diras, le film la présente aussi, hein, de cette manière, ça marche en fait en termes de mise en scène. Moi, par exemple, ce tueur, il y a une scène qui est absolument incroyable, moi, je trouve, en milieu de film,
où il se retrouve dans un centre commercial et il se fait, traquer. Et je me suis dit, attends, il se déballonne en fait. Si Franz se déballonne, tu vois, il montre pas la scène de tuerie de masse, tu vois. Et en fait, le mec, il maîtrise tous ses effets. Et en fait, il arrête la caméra, il arrête la scène à ce moment-là pour la reprendre plus tard, en fait, dans l'enquête. Et là, tu te dis, putain, mais c'est trop bien vu, quoi. C'est trop bien pensé. Du coup, ça te crée totalement, en fait, le fonctionnement, en fait, du personnage, qui est effectivement un fonctionnement. Là, dans cette scène, il va pas pour tuer des gens. C'est tout le principe du truc, en fait. Et en gros, si tu veux, ça te le transforme en paria, et t'es effectivement en empathie à ce moment-là, y compris dans le fait qu'il tue, malgré le fait qu'il tue des gens, en fait. C'est remarquablement écrit, en fait. Ça te fait pencher de son côté, même si, évidemment, et du coup, ton raisonnement rationnel fait que t'es du côté de la fliquette. Et bah, le truc, c'est que, voilà, le truc, c'est que ce que j'allais dire, le truc avec le raisonnement rationnel, c'est que moi, je trouve qu'elle le porte pas totalement dans la confrontation finale. Mais encore une fois, c'est pas hyper grave, parce que le film est tellement dense, quelque part, que... émotionnellement, en fait, si tu veux, j'ai pas la confrontation en fait en soi. Si tu veux, moi, je trouve qu'elle l'incarne. Le mec, il la bouffe dans cette scène. Tu vois. Oui, mais il y a peut-être la volonté de ça. Est-ce que je sais pas. Mais... Non, mais est-ce que Anthony Hopkins bouffe pas Jodie Foster dans Le Silence des Agneaux? Justement. C'est discutable, mais bon. Et en tout cas, elle a... je pense que Clarice Sterling est restée à part égale avec Hannibal Lecter, quoi. Oui, mais ce film-là, nous, on parle de Dean et de cette fliquette, et vous avez bien aimé, et moi, j'ai adoré. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup le film. Ouais. Hein. Non, c'est évident que ça restera pas dans l'histoire comme Le Silence des Agneaux. Déjà, ça va faire un flop. Non, bien sûr. Mais non, voilà. Ce que je voulais dire, c'est je suis vraiment interrogé sur ce truc de... Moi, je trouve que elle arrive à un terme en fait à son parcours, et à part le fait donc qu'elle soit vivante, ce qui me semble être très passif comme parcours dramaturgique. Non, mais moi je vais te dire d'autres trucs. Il y a une scène. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'elle évolue en fait? C'est ça moi qui m'a manqué, je pense aussi. Il y a une scène magnifique dans le dernier tiers du film. Il faut savoir que comme l'a dit Stéphane, tout est remarquablement agencé, c'est-à-dire c'est un millefeuille avec des sous-intrigues, sans qu'on ait jamais l'impression que le film s'égare sur une fausse piste. C'est-à-dire le politique, le psychologique, la chasse aux tueurs, etc. C'est remarquablement imbriqué. Et donc dans le dernier tiers du film, en fait, le gars du FBI et la fliquette sont déchargés de l'enquête suite à un grave incident dans un supermarché sur une fausse piste induite par les politiques, en fait, par la pression politique. Incroyable scène. Et donc, juste après cette scène, elle est... la fliquette, je sais plus comment c'est son prénom, mais bref, elle est effondrée. Voilà. Elle est chez elle, je crois que c'est la première fois qu'on voit les marques sur ses avant-bras. Elle ouvre le tiroir, on voit de la drogue, etc. Et on se dit, c'est un moment où on se dit qu'est-ce qu'elle va faire, quoi. Elle va se foutre en l'air ou pas. Et on ne sait pas, et elle prend un bain à ce moment-là. Et c'est pareil, quand elle est dans le bain, on ne sait pas... quand on va voir l'eau, on ne sait pas si l'eau sera rouge ou si... Et en fait, au moment où il y a la dualité entre la pulsion suicidaire et la pulsion vitale, elle regarde le plafond, elle voit de la peinture écaillée au plafond, et ça la ramène dans la pulsion vitale, c'est-à-dire à son intelligence intuitive de déduction, qui la ramène sur la piste du tueur d'un témoin qu'elle avait interrogé, un peintre en bâtiment, etc., quoi. Et donc, non seulement je trouve que c'est remarquablement écrit, mais elle alors, vous pouvez dire, peut-être qu'elle ne... C'est pas Cate Blanchett dans Tar, c'est-à-dire elle n'a pas le charisme. Voilà. Mais en tout cas, elle ne détruit jamais, je trouve, tout ce qui est construit par le scénario et la mise en scène. Moi, je suis d'accord avec ça. À la fin, moi, je suis d'accord avec ça. Le seul truc, c'est que je trouve que justement, et notamment, je pense que c'est un des problèmes. Après, merci d'être venu, Vincent. Tu m'as donné envie de le revoir et tout, mais alors, mais par contre, justement, sur la fin, un autre truc sur la fin. Mais voilà, justement, moi, il y a un scène. truc qui m'a manqué en fait vraiment profondément là-dedans. Il y a un truc, alors tu vois, je n'arriverai pas à l'identifier comme moi, toi. J'ai pas souvenir dans un film où généralement les personnages sont très balisés, c'est-à-dire quand tu regardes un Dirty Harry par exemple, tu sais qu'à la fin il va leur balancer leur insigne dans la gueule.
dans la dernière scène, quand elle est en confrontation avec les Voilà, politiques ça, et les gens... c'était pas attendu dans Dirty, excuse-moi, en 71. Hein. Dans la dernière scène, quand elle est confrontée aux politiques, aux gens du FBI, moi, j'avais aucune idée de ce qu'elle allait faire. Est-ce que c'était la pulsion suicidaire, genre allez tous vous faire foutre et je rentre chez moi et je sombre dans l'alcool, ou est-ce que c'est la pulsion vitale, et on peut spoiler, c'est la pulsion vitale qui l'emporte, c'est-à-dire elle instaure un rapport de force pour obtenir ce qu'elle n'avait pas obtenu au début, c'est-à-dire qu'elle intègre le FBI. Ça t'a suffi? Je trouve que c'est assez énorme quand même, c'est ce que raconte tout le film. Mais moi je pense que c'est ce que raconte tout le film à ce moment-là, mais là on a méga spoilé. Hein. En fait, c'est ce que raconte tout le film parce que en gros c'est le film de deux personnages associables qui se trouvent en fait, qui se trouvent littéralement. Ouais. Et du coup en fait elle respecte tout ce que... Un peu trop en fait. Hein, un peu trop avec Mendelssohn aussi qui est un peu comme ça. Et du coup elle se retrouve en fait dans comment dire tout ce que reproche le tueur en fait à la fin en fait à cette société, tu vois. C'est en fait, si tu veux, cette logique en fait de miroir, cette logique de comment dire, de briser en fait son propre code moral pour, si tu veux, en fait continuer justement à tu vois, vivre dans une société, je sais pas comment dire autrement, tu vois. Enfin, être, tu vois, porté par ce mouvement-là général, tu vois, alors qu'en fait eux se portent à contre-courant. Mais ça, pour moi, enfin, j'ai aucun problème avec ça dans l'écrit. En fait, en vrai, on parle. Le seul truc moi, c'est le seul truc en tout cas sur lequel j'ai l'impression, peut-être pas Julien, mais en fait sur lequel on n'est pas d'accord, c'est juste la performance de l'actrice en fait. Mais le film, oui, ensuite le film en soi, il est. En plus, bon, on l'a vu qu'une fois. C'est un film. Encore une fois, c'est un film assez dense. Hein. Donc moi, je pense que c'est un film qui Vincent m'a donné envie de le revoir. Moi, je sais que j'avais envie de le revoir et tout derrière, mais c'est vrai qu'en fait, tu te dis, c'est un film qui, à mon avis, peut grandir vraiment à chaque vision, quoi. Je pense que c'est un film qui peut grandir parce qu'il va être rejeté. D'ailleurs, moi, je savais pas qu'il se faisait défoncer dans les. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Sur IndieWire, il y a une critique notamment, mais vraiment. On peut comprendre, c'est-à-dire, est-ce que c'est volontaire chez lui ou pas? Mais en tout cas, on a une première scène de tuerie de masse extraordinaire. T'auras envie que ça continue. C'est génial quand ils se font sniper. Ah, d'accord. Tout à l'heure, ils disaient on fait attention aux mots. Ouais. Non, mais c'est une scène de tension de malade. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et je vois pas comment ça peut être reçu par le public américain quant à ça. Sauf que à côté de chez toi. Je veux dire, si on faisait si novembre. Le film sur les attentats de novembre, là, il y avait des feux d'artifice et des trucs comme ça, et que c'était une scène géniale de mise en scène. Comment est-ce que nous on percevrait ça? Moi, je pense que tu touches du doigt un truc qui est assez intéressant avec ce film, et moi c'est comme ça que je l'ai perçu en tout cas, c'est que donc t'as un réalisateur étranger. Ça, c'est aussi un truc qui n'existe plus dans le cinéma américain, enfin tout bêtement, hein. En tout cas depuis quelques années, quoi. C'est que t'as un réalisateur étranger qui vient et qui fait un film sur l'Amérique. En gros, c'est ça. Tu vois, et en fait, il te met tous les trucs clés des États-Unis. Il te parle des tueries de masse, il te parle des malls, il te parle de comment dire, de la politique, avec la viande et tout. Quoi. Voilà, donc en fait, il te fait scène dans l'abattoir, c'est terrible. Et il te fait un film sur ça en critiquant ça. Dans ce pays-là, avec l'argent de ce pays-là, dans le système de production de ce pays-là, et en fait, en gros, les gars qui font ça, c'est les mecs à la Verhoeven, c'est les mecs, tu vois, comme ça. Alors, encore une fois, je mets pas ça automatiquement, c'est pas un comparatif avec Robocop ou quoi que ce soit, je mets pas ça automatiquement à ce niveau-là, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que, à mon sens, ce film, il a été tourné il y a 3 ans, s'il sort aujourd'hui, au-delà du Covid, au-delà de toutes les problématiques, etc., c'est que je pense que les mecs, en fait, ils l'envoient au casse-pique parce qu'ils se disent, ok, en fait, comment tu veux qu'on en parle, comment tu veux qu'on le vende? Et effectivement, le rejet dont on parle, moi, j'ai pas lu la critique d'IndieWire, je sais pas comment ils le prennent exactement, je sais pas quel est leur angle, en fait, pour chier sur le film, mais de toute façon, le rejet, il est évident puisque c'est un film qui leur tend un miroir déformant sur leur mode de vie, en fait, d'une manière ou d'une autre, quoi, et qui le critique ouvertement. Déformant par le prisme du cinéma, quoi. Mais Robocop, c'est déformant, et en même temps, tu te dis, le film, il est complètement actuel, quoi, tu vois. Donc, le truc, c'est que il y a comment dire, il y a aussi, c'est aussi une des qualités du film, en fait, c'est aussi un des trucs, en fait, qui est assez énorme et qui effectivement me fait penser que c'est un film qui peut être revu en fait quand tu vas le décontextualiser un tout petit peu, qui va être revu à la hausse, quoi. Bon, moi j'ai envie de le revoir vraiment. Ouais. Tu m'as donné envie de le revoir, Vincent. Bravo. Je suis bien content. Moi aussi j'ai très envie de le revoir. On va se faire une séance tous ensemble. Si c'est comme ça, j'irai revoir. Marie. On va se marrer. Marie, tu viendras avec nous. Moi j'ai très envie de le voir. Du coup j'avais pas pu aller au Projo et mais vous m'avez donné envie. C'est un film dur. Ça, il faut... Enfin, en tout cas, c'est un film noir, quoi. Vraiment sombre et...
Ouais, assez dur, quoi. Assez, qui peut être désagréable par certains côtés, quoi. Ouais, mais qui vaut quand même grave le Ouais. coup. Donc si vous voulez aller le voir, Misanthrope est en salle à partir du 26 avril. Je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Un sale temps pour un film, c'est terminé. On a une annonce, hein, quand même. Il faut que vous vous rendiez C'est sur, vrai, faut on se a rendre une sur le annonce. Discord parce que Vincent, il a été très solennel ce soir, tu vois. Absolument. Il a tenu il a tenu à faire 0 jeu de mots sur aucun film, tu vois, parce que tu te réserves pour Je sais pas, dis-moi. le Discord. Il y a un Discord. On a créé en fait le Discord de Capture Mag. Enfin, C'est toi qui m'as proposé ça? Ouais. Et en fait, Ah, faut te ouais. mettre, en fait, on va mettre on a mis. donc, Fais en fait, l'innocent, on a mis en place- tu ne c'est trompes ça, tu vois. personne. Voilà, c'est ça. Vincent. D'accord. Tu vois. Voilà, donc il y Regarde a, comme il est en train de trembler. il y a Ouais. un salon spécial sur le Discord qui est dédié Pour les jeux de mots. aux jeux de mots de Vincent. Ok. Que les miens, hein. Une raison de plus pour tiper, Ouais, pour par nous exemple- soutenir. Ça vous permettra d'accéder à ce salon spécial. Reda Là, n'a ça pas, va être un Reda n'a pas le raz-de-marée droit de d'euros, faire là, d'un seul coup. ouais, Reda n'a pas le droit de faire des jeux de mots, hein, sur ce salon. C'est que Vincent et. C'est qui Redan? Reda, c'est un de nos comment dire, chers tipeurs et Un de nos auditeurs. Un cher soutien, tu vois, qui fait beaucoup de jeux de mots sur le Discord, tu vas voir. C'est vrai? Ouais. Ah, je vais l'inviter tout dans Ah mon non, salon mais alors privé. lui, non, mais lui c'est high level, hein, ça va très loin, je pense. Ah bon Pour toi, tu sais, c'est, tu vois, tu verras. D'accord. On les comprend pas toujours. Hein. Ok. Les Ouais, tours, vous généralement, non on les plus. comprend. Si, les tours, ça va, on les comprend. Tu vois. Si, ça va, tu les cherches, tu vois, tu les mûris. Tu vois. Mais c'est sympa le Discord, on peut peut-être dire un mot, on n'en parle jamais quoi. C'est vrai que ça fait partie des avantages qu'on fournit à nos soutiens, on l'a déjà dit mais c'est jamais inutile de le répéter. Capture Mag c'est une expérience, on essaye de voir s'il y a... on en parle beaucoup entre nous, on vient tous de la presse traditionnelle, on en a beaucoup parlé notamment sur le live également qui était pour destiné à nos soutiens, mais tout le monde vient de la presse professionnelle ici ou a travaillé de près ou de loin à la presse en écrivant des bouquins, etc. Et on essaye avec Capture de voir s'il y a potentiellement une économie qui existe là-bas, quoi. Donc pour l'instant, il faut savoir que tout le monde tient comme on peut en mettant notre bonne personne et en s'investissant là-dedans. Parfois plus que de raison, mais voilà, on attend aussi de vous. On voit que les podcasts fonctionnent pas trop mal en ce moment, et si vous estimez que ça mérite tant soit peu rétribution, donnez-nous un petit coup de main, quoi. Et il y a les jeux de mots de Vincent sur le Et en Discord. plus, donc vous aurez accès à ce Discord qui est donc où nous sommes tous présents et on échange. Il est payant mon Pouvez salon nous privé du coup taguer et ou- Bah, il est payant pour les gens qui typent en fait. Ah, Tu vois, d'accord. c'est pas qu'il est payant, c'est que les gens qui ont accès au Discord, ils ont accès au À Discord chaque- parce qu'ils ont payé en fait. à Ouais, chaque mais sur nouvelle- mon truc, Ah, moi il y a Ah pas. non, Tu veux non, qu'on mette un Vincent, payroll c'est spécial ah, dans les- Vincent, à chaque à un moment donné, nouvel le euro, talent c'est- comme ça, forcément, Attendez, des fois, j'ai pas ça se partage. c'est ça, j'ai pas fini. À chaque nouvel euro investi, C'est gratuit quoi. Vincent vous donnera un jeu de mots. Voilà. Donc si par exemple il y a 10 euros qui arrivent sur le Tipeee et tout, 10 jeux de mots pour la semaine prochaine. Merci Vincent, merci à lui. On l'applaudit. Grosse pression. Effectivement, si vous souhaitez nous soutenir et donc avoir accès au Discord, mais également à des contenus exclusifs, des podcasts exclusifs, également des émissions en avance, avant tout le monde, et puis des tarifs préférentiels pour les séances de cinéma capture, rendez-vous sur tipeee.com ou kisskissbankbank.com, mot-clé Capture Mag. Vous pourrez nous soutenir donc avec un don ponctuel ou un don récurrent. T'as trop chaud. Ça, par exemple, vous voyez, Alors, par c'est exemple, ça, très- c'est grâce à vous. Non, voilà, pas les- c'est vous les tipeurs qui Donc- avez donné cette petite bombe, voilà. quelque chose de Donc si vous très... voulez, parce Parce que que les les- buzzers ici sont radiophonique, parfois un peu Attends, parce difficiles. qu'il faut dire, là, les gens ils nous voient sur la vidéo, mais en fait il a je sorti. peux expliquer, ouais. Bah, faire mon vas-y, je t'en travail, prie. s'il te plaît, Oh. merci. Donc j'explique pour les personnes qui n'ont pas l'image et qui ne suivent pas sur Ah, YouTube. merde, c'est vrai. Vincent vient de se passer un petit coup de spray Vitel sur la figure C'est pas pour vital. se rafraîchir. Non, pas Vitel. C'est une autre marque, mais je sais pas si on peut Que- le citer. Cosmia. Cosmia. C'est quoi? T'es sûr que c'est de l'eau? Pure water. Vincent C'est vient pas de se C'est rafraîchir. pure water, regarde, c'est même écrit en français, l'eau pure. Ah oui, d'accord. Elle est pure même. Euh, Contrairement à l'eau du robinet, par exemple. Si vous nous découvrez pour la première fois et que vous souhaitez continuer à nous suivre, vous pouvez vous abonner sur sur votre plateforme de podcast préférée, nous suivre également sur YouTube, et puis pour nous soutenir, vous pouvez également parler de nous à vos amis, recommandez-nous, repostez nos contenus sur vos réseaux sociaux, faites-nous de la pub, ça nous permettra de nous faire connaître encore plus et puis de monter dans les algorithmes et donc de remonter sur les applis de podcast. Cette fois, je crois qu'on a fait le tour
Merci à tous, merci Marie, Merci. Julien, Merci Clémence. merci Stéphane, Merci Clémence. merci Vincent, Merci Clémence. et merci Alain à la technique. Merci à vous. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode de Sale Temps. Salut!